Tounesque, 20 centimes. Cabinet 26. Et c'est mon récap 2022. Regardez, c'est mon nouveau tabouret, je l'ai eu à Noël, je suis très content. Et ouais les amis, on se retrouve en cette belle fin d'année, après avoir sorti un superbe épisode et avec vos retours, mais franchement c'était incroyable, ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir de voir toute cette, je dirais pas, ouais peut-être effervescence, allez c'est un mot bien particulier mais... Vas-y, on va aller dans les termes scientifiques. Cette effervescence qu'il y a eu au lancement de la vidéo, avec peut-être quelques galères juste avant l'upload, mais je suis super content du coup d'avoir vu pas mal de choses, dont certains reacts en live. Merci encore une fois pour tout ça, ça me fait vraiment plaisir et ça ne me pousse que à faire aller plus loin. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour faire un récap. Donc préparez-vous, la vidéo va être assez longue, il va pas y avoir beaucoup de montage. J'avoue que je vais beaucoup me répéter. Je vais beaucoup me chercher, etc. Mais l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire une vidéo qui est dans le but de forcément être giga cut. C'est plus une vidéo que vous allez écouter, que vous allez faire ça, voilà, vous l'écoutez en faisant quelque chose à côté. Il y aura peut-être pas tout le temps de la musique en fond, enfin bref. L'idée n'est pas de faire une vidéo super formelle et tout, c'est plus pour moi en fait balancer quelques retours, quelques avis par rapport à cette belle année 2022. On va rester optimiste quand même en termes d'actu pour l'animation et même pour la culture sur certains autres points. Mais d'abord, avant toute chose, je m'arme de ma fiche qui est donc une belle tablette auquel j'ai pris le temps toute la soirée à tout noter et du coup j'ai fait une petite timeline qui me permet vraiment de pas zapper les détails, sachant que je vais avoir du coup vraiment j'ai réparti ça en 2-3 catégories par rapport aux différentes activités que j'ai pu faire. Malgré tout, je vais quand même parler de décembre 2021 parce que c'est un peu la période un peu hybride. Il faut en parler parce que quand on est sur la fin de l'année, on peut pas vraiment parler des choses vraiment à chaud. Là, du coup, ça va faire un an. On peut quand même en parler. Donc, décembre 2021, j'étais en plein Kingdom Hearts 2. Oui, je découvre enfin donc la saga des Kingdom Hearts. Pour moi, c'est assez bluffant. Assez content du coup de commencer cette aventure. Le 1 a un peu mal vieilli. Néanmoins, je suis assez content du coup de pouvoir comprendre un peu plus le lore et peut-être un jour en parler en vidéo, même si je pense pas que la vidéo va être aussi courte que mes autres vidéos, sans en faire de mauvaises blagues, étant donné que mes vidéos actuellement font quand même 15 à 20 minutes, donc Kingdom Hearts en parler en vidéo, ça serait un bon 1h30, voire 2h, c'est pas l'idée, mais en tout cas, voilà, superbe découverte, bien qu'il y a certaines choses qui ont un peu pris de l'âge, etc., ça reste assez kitsch, et ça s'assume, et honnêtement, voilà, lancer le jeu avec de l'Eurodance, c'est pas un truc que je regrette ou que je me sens pas mal quand je lance le jeu, je trouve que c'est quand même une bonne expérience et c'est un bon jeu à faire. Et je fais la version PS4, donc le remaster HD qu'ils ont ressorti sur PS4, qui était déjà sorti sur PS3, et c'est assez cool, c'est super agréable. Un peu dommage par exemple de ne pas avoir la VF sur les remasters, mais bon, à mon avis, ils voulaient vraiment faire pas cette cohésion, mais le fait que, oui, on peut parler de cohésion, le fait que vraiment tous les jeux s'enchaînent bien, étant donné que le 3 n'a pas de VF. J'ai aussi regardé le film, le long métrage du coup Hilda, qui donc fait suite à la série Netflix, dont vous avez déjà pu voir quelques extraits, dont j'avais peut-être évoqué dans certains contextes. Hilda, vraiment, le film, vraiment, alors, bon, ça fait un petit bout de temps du coup que j'ai vu, ça fait un an, mais c'était vraiment assez super film de Noël, assez féerique, forcément, on est dans l'univers des contes nordiques, tout en faisant pas non plus le cliché du c'est les anciens temps, tout ça, non, pour le coup, ça se passe dans le temps moderne, style graphique très joli, j'ai oublié le nom du showrunner, Luke Pearson. Peut-être c'est Luke Pearson, je suis pas sûr. Désolé Luke si tu regardes la vidéo. Il avait déjà bossé sur Adventure Time auparavant pour faire du background, qui fait à côté du coup la bande dessinée Hilda. Très sympa, très cool. Si vous n'avez pas regardé de film à Noël et que vous avez besoin de regarder comme un film de Noël, autre que Klaus sur Netflix aussi, franchement le film Hilda il se regarde et pas forcément besoin d'avoir vu la série. Après, c'est quand même cool la série, il y a des bons trucs et c'est pas très gnangnan. Après du coup le joyeux nouvel an qu'il y a eu, je suis allé voir le film Belle, le Mamoru Soda, donc assez dans la lignée de son film Summer Wars, là où Summer Wars parlait de métaverse bien avant l'heure. On parle d'un film qui est sorti en 2008,
Belle reprend ça, mais en mettant plus le côté, le fait de faire du parasocial, le fait d'avoir des fans, d'être une star en ligne, avec des belles chansons, alors sans mauvais jeu de mots. Belle aussi sans référence à Belle et la Bête. Je l'ai vu en VO, donc avec les voix japonaises, bien que la version française, je crois que c'est Louane qui fait la voix de Belle, et du coup, la Bête, je crois que c'est Florent Dorin, donc big up aux visiteurs du futur à l'ancienne. Donc, et ouais, il faudrait que je le revoie un jour parce que franchement, ça m'intéresse de ouf, étant donné que c'est un film assez joli, même si je le trouve pas autant marquant que Summer Wars. Là où vraiment Summer Wars, il y avait vraiment des hot takes quoi, qui étaient faites. On a eu aussi juste après, quelques jours après, pas mal d'actualités autour de la culture canadienne. Parce que Netflix a annoncé une adaptation en série animée de Scott Pilgrim, qui est vraiment cool. Moi, ça m'a surpris d'ailleurs que Scott Pilgrim n'a pas eu une série animée avant d'avoir son film live action par Edgar Wright. On n'a pas plus d'infos par rapport à ça. C'est juste que voilà, Netflix taffe dessus. Netflix aime bien faire des annonces comme ça. On va voir au fur et à mesure de l'année, il y a eu pas mal d'autres annonces du même genre qui ont été faites. Donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner. Le même jour, on parlait du Canada, il y a eu aussi la sortie de l'album Down FM de The Weeknd, qui pour moi est peut-être pas forcément cartoon related ou animation related, enfin pour le moment, mais néanmoins qui m'a assez bluffé par rapport à ses choix de prod, de musique. Je trouve que il vaut le détour et que The Weeknd aujourd'hui en tant que pop star utilise super bien les avantages en fait à être aujourd'hui voilà, être reconnu, d'avoir on va pas se le cacher, d'avoir de l'argent aussi pour produire ses albums. Je suis un peu deg de pas avoir de place pour sa date, c'est plusieurs dates qu'il va faire à Paris là dans les prochains mois. Néanmoins, je trouve dans FM l'exercice bien réalisé. On est sur littéralement un album d'électro-pop, synthwave, mais uncanny. Alors quand je dis uncanny, vous savez, c'est quand c'est quelque chose que vous regardez mais ça vous met un peu mal à l'aise. C'est comme si par exemple je vous disais de re-regarder une photo du chien dans Toy Story 1. Ça c'est uncanny, parce que ses yeux, le fait qu'il ait des pupilles et qu'il ait des yeux blancs, c'est bizarre. C'est un peu la même chose avec Down FM, mais ça porte à l'ambiance de l'album, et tout ça en plus un album qui est avec une narration de Jim Carrey, aka The Mask, aka le Grinch, aka Robotnik aussi maintenant dans les films Sonic. Voilà, et puis je suis désolé, on est sur un album qui a les deux extrêmes en termes de musique sur la scène électronique. On a d'un côté l'EDM super commercial de la Swedish House Mafia, qui pour moi est un groupe qui restera pour l'instant peut-être le meilleur groupe qui a pris la main sur la dance music après que il y a eu la vague de la French Touch. Je trouve que la Swedish House Mafia a fait un superbe travail. Là sur cet album, bluffant, surprenant, et surtout il y a l'autre côté du spectre de la scène électronique. On va avoir Daniel Lopatin, donc One Tricks Point Never, qui va nous poser des nappes de synthé un peu bizarres, archaïques, étranges, uncanny du coup, vraiment, je pense que le terme anglais ne peut pas mieux définir ça, ce qui fait que du coup il y a des morceaux où on va s'enjailler, mais derrière il y a des petits bruits un peu bizarres, et je trouve vraiment cet album qui parle un peu c'est la mort de la star en fait, c'est ça le récit de l'album. C'est assez bluffant. Pour moi, ça m'a vraiment fait mon mois de janvier. Même si aussi en janvier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu aussi les 5 premiers films long métrage One Piece, parce que j'ai mon coloc qui était en train de se faire tout One Piece, et donc j'ai vu 5 films, dont le fameux film, c'est celui du Baron, j'ai oublié son blaze, 5e film, qui est aussi réalisé du coup par Mamoru Soda, dont j'avais parlé juste avant pour Belle, mais aussi du coup avec Summer Wars. Et ce film est incroyable parce que la liste du staff qu'il y a dessus est incroyable. Il y a tous les gens que moi je kiffe qui ont bossé sur ce film. C'est-à-dire il y a Hiroyuki Imaishi, il va y avoir Sushio, il va y avoir Yoshinari, donc la team Studio Trigger actuelle, dans un film One Piece. Ce qui fait que je crois que c'est le film peut-être le plus cartoon dans tous les films One Piece qui sont sortis. Même si on n'a pas vu One Piece, moi honnêtement je connais pas non plus à fond le lore, mais voilà, je commence à un peu comprendre les enjeux, tout ça. Je l'ai passé un bon moment. Et aussi on a eu le Star Wars Vision. Donc on parlait de Trigger. Trigger a participé à ce Star Wars Vision. Star Wars Vision c'est quoi ? C'est série avec en fait que des courts-métrages qu'on pourrait vraiment grand chose à avoir, et en fait donner à une boîte de prod. Alors tiens voilà, tu peux te faire plaisir. Donc on avait eu l'exemple avec Love, Death and Robots. Si je dis pas de bêtises, il y a eu certains épisodes de Black Mirror aussi, c'était ça. Et là il y a eu la même chose avec Star Wars, avec Star Wars Vision. Dans la globalité, je trouve qu'il y a des bonnes idées, des bons épisodes. L'épisode qui est fait par le studio de Masaki Iwasa, j'ai oublié le place du studio, qui fait très référence à Astro Boy, etc. Est vraiment sympa. Il y a aussi l'épisode un peu autour de la musique qui est cool. Je sais plus si c'est Production IG qui le fait.
Et alors il y a un épisode qui est fait par Trigger qui est juste Promare mais dans l'espace, ou Promare ou Promare, enfin, je parle du film de Imaishi. Il y a un autre épisode qui est fait par Trigger qui n'a pas du tout l'esthétique Trigger et qui m'a un peu déçu, étant donné que c'est souvent ces séries-là en fait qui jouent beaucoup sur la com et sur, alors là il va y avoir tel studio qui va faire ça. Un peu deg par cet épisode-là, mais voilà, il y a certains autres épisodes qui sont cool, je les ai pas tous en tête, j'avoue j'ai pas tout noté parce que j'avais pas non plus trop m'attarder sur chaque sujet, etc. Enfin bref, maintenant on passe au mois de février. Alors en février, il y a eu beaucoup de sessions de rattrapage aussi pour moi. J'ai commencé à regarder donc Full Metal Alchemist Brotherhood, étant donné que j'avais jamais vu FMA, donc je parle vraiment de Brotherhood, la série originale, je l'ai pas vue non plus, et de ce que j'ai compris, c'est pas vraiment important de la voir, parce que Brotherhood fait bien mieux le travail. Je suis encore dedans, je dois avancer dessus, mais franchement... Waouh, vraiment un sacré délire. Vraiment, je suis content de enfin m'attaquer à ce gros morceau du manga et de la Japanimation. Surtout que c'est sorti en 2011, si je dis pas de bêtises, et c'est très joli. Et ça m'a un peu surpris de voir que c'était Square Enix qui était derrière sur l'édition. Étant donné que il y a beaucoup de design de perso ou le côté capillaire qui fait très Square Enix. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas, mais bon. J'ai aussi vu le court-métrage Happy Machine de Masaki Yuasa. Yuasa qui pour moi en fait est un des réalisateurs de Japanimation qui vraiment a vraiment marqué le coup ces dernières années avec Devilman Crybaby. On va en parler plus tard, mais Inyo. Et aussi avec pour moi Eizuken qui était pour moi un de mes coups de cœur il y a 2 ans. Eizuken d'ailleurs, je m'en rappelle, j'avais préparé une vidéo dessus, alors pas que sur Eizuken, mais j'avais voulu faire un format qui n'est pas sorti. Je voulais justement un peu donner mes recommandations du moment, et j'avais mis Eizuken dedans. Je suis un peu deg du coup de pas avoir fait ce truc là, mais Eizuken vraiment cool aussi. Et voir Happy Machine, ça m'a fait... C'est tout bizarre parce que Masaki Uasa, il est très dans le... parler des racines, de la place de l'humain, de l'évolution. D'ailleurs, moi je repense aussi au court-métrage qu'il avait fait, épisode de Adventure Time Food Chain qui est pour moi aussi incroyable. Qu'on ait vu Adventure Time ou pas aussi, pareil, ça peut se regarder sans problème. Il représente super bien en fait son univers, son style, et je le recommande complètement. Oui aussi Osoda, du coup je m'étais revu les films Digimon qu'il avait fait, ainsi que Summer Wars, parce qu'en fait Digimon étant aussi un peu un film qui parle un peu de métaverse avant l'heure, enfin même l'univers Digimon parle un peu de métaverse, tout ça. En fait ça m'a fait vraiment marrer de voir ces 3 films là, même si bon Digimon c'est une sorte de film en un film en 2, ou c'est un peu bizarre. Bien sûr c'est pas une coïncidence, j'ai regardé ces films au moment où tout le monde parlait de tout ce qui était le Web 3, les crypto-shells, les NFT, tout ça, pour voir en fait que c'est un sujet qui a déjà été abordé plein de fois et qui a bien été montré et prouvé que c'est pas une superbe idée en fait, que aujourd'hui l'être humain est peut-être un peu trop égoïste, je dirais, ou peut-être abuse un peu trop de certaines choses, de certains pouvoirs qui peuvent être alloués, et du coup peut vite détourner des bonnes intentions pour en faire des mauvaises choses. Et je trouve que Summer Wars c'est un superbe exemple, et les films Digimon un peu moins, mais quand même, mais du coup on y vient quand même. Mais oui, le Web 3 pour l'instant ça peut être intéressant tout ça, mais c'est peut-être pas nécessaire en fait d'en faire tout un truc médiatique et d'avoir des gens qui vont commencer à se ruer là-dessus. Alors après vous faites ce que vous voulez, hein, chacun peut avoir son propre avis, mais néanmoins je ne pense pas qu'il est nécessaire aujourd'hui, et je le dis, que ça doit avoir autant de regards portés là-dessus. Il y a aussi eu la saison 3 de Kid Cosmic qui est sortie, donc la dernière saison. On avait parlé dans le débrief, le tout premier épisode. Kid Cosmic pour moi qui est vraiment à la hauteur des productions de Craig McCracken, donc je rappelle le gars qui a fait les Super Nana, Wonder dont j'avais également parlé. Vraiment, vraiment intéressant, les propos abordés, etc. Visuellement ça claque, toujours autant bienveillant. Pour moi, McCracken aujourd'hui arrive à faire des œuvres bienveillantes mais pas naïves. Kid Cosmic on est encore la preuve. Je recommande pleinement à toutes les personnes qui regardent la vidéo de vraiment d'aller checker, si même vous avez même au moins une fois regardé les Super Nana ou Foster sur Cartoon Network ou Boing, Julie ou Boomerang, ça vaut le détour. Et puis c'est sur Netflix, c'est facile de regarder, donc l'opportunité qu'a eu Craig là-dessus est vraiment vraiment très bien. Et j'ai adoré la présence de musique, comment on dit déjà, du garage rock de garage, apporte quelque chose. Alors 2022 aussi, ça a été une année où il y a eu beaucoup de reboots. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées. Premier reboot, Futurama. Futurama n'en est pas à son premier reboot d'ailleurs, mais là Futurama du coup 2023 ça arrive sur la plateforme Hulu. À la fois je suis content, mais à la fois j'ai un peu peur parce que Matt Groening s'est un peu essoufflé au fur et à mesure des années, que ce soit avec les Simpsons, on le voit les dernières saisons, c'est plus vraiment ça. Soit aussi avec Désenchanté pour moi qui est juste une...
c'est une bonne blague, quoi. Pour moi, c'est pas dingue, quoi. Mais néanmoins, j'ai de l'espoir pour Futurama. J'espère que ça va le faire, bien que il y avait John DiMaggio, donc le doubleur de Bender, qui avait vraiment insisté pour que ses collègues soient bien payés pour le doublage, pour que lui, vraiment, sinon, il doublait pas la série. Ça a pu se négocier, c'est cool, c'est fait, donc hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'espère que ça va pas être un reboot pour un reboot, et que aussi ils vont peut-être arrêter de faire des blagues tout le temps sur le fait que on a fait un reboot d'un reboot, parce que ça c'est déjà été le cas dans le film, ça a déjà été dans les films, ça a déjà été le cas dans la série. Enfin bon, c'est pas quelque chose d'anodin pour eux. Il y a eu aussi un truc très rigolo sur la fin du mois de février, c'est October There Is On, donc le label de Drake. Il y a fait une collab avec Disney, et donc sur la fin du mois de février, vous pouviez acheter sur le site de OVO un hoodie avec écrit October's Very Own avec la typo de Mickey Mouse, avec un joli Mickey. Il y avait aussi des sortes de maillots de hockey qui étaient très très jolis. Moi j'avoue, j'ai pas craqué parce que c'était un peu cher. Et puis OVO, c'est aussi, en termes de frais de port, ça fait un peu mal aux fesses, surtout maintenant avec le nombre de taxes qui est arrivé et pas mal de choses. Maintenant on arrive au mois de mars. Alors mois de mars, moi c'était un peu particulier, j'ai pas fait grand chose. Je m'explique. Mois de mars j'allais pas super bien. C'est aussi pourquoi sur ma chaîne perso j'avais fait bien après, en septembre, ma vidéo où je disais c'était important d'avoir mon propre univers, ma propre pièce, etc. Parce qu'en fait au mois de mars, il y a un truc qui a déclenché tout ça, c'est que j'ai eu une infection de punaise de lit à la maison. Alors, où est le rapport avec Tounesk, etc. par rapport à ça? Moi, ça a vraiment impacté mon année parce que ça m'a fait rendre compte que même chez soi, on peut pas être vraiment chez soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça m'a rouvert un peu les yeux sur le fait de avoir sa maison, d'avoir son espace. Donc j'avais parlé de la chambre, mais aussi ça en va aussi pour le salon, etc. D'avoir son canapé, de pouvoir regarder des trucs, etc. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup le discours du c'est relou que tel film sort plus au cinéma, que ça sort que sur Netflix, tout ça. Ça, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, d'un autre côté, moi, je me suis senti encore plus indifférent par rapport à mon envie d'aller au ciné. Alors après, je dis pas que le ciné, c'est une mauvaise chose. Je trouve ça vraiment cool. Ça m'a grandement remis en question sur le fait de, des fois, de profiter de sa maison, en fait. De profiter de comment se divertir et faire des choses. Une fois que j'ai récupéré un joli canapé et des jolis meubles, j'ai pu me remettre à mater plein de choses. Et ça m'a indirectement, du coup, réinspiré à reprendre Tounesk. Parce que Tounesk, je dis pas que c'était un point mort à un moment, mais j'avais perdu un peu pas cette passion de l'animation, mais il y avait de moins en moins de choses qui se faisaient. Et il y avait beaucoup de choses qui prenaient fin. Et on va y venir, parce qu'après ça a été le cas sur les mois qu'on suivait aussi, mais il y a pas mal de séries qui étaient en fin de production, ou même des films qui ont été annulés, et ça pareil, je vais y venir parce que c'était après, mais il y a pas mal de choses qui m'ont fait douter en fait de tout ça, et le fait d'avoir un peu eu cette claque dans la tête, dans la gueule, par rapport à mon chez moi, de justement d'être infesté plein de choses, de plus pouvoir dormir forcément tout le temps sur le même lit, de devoir faire attention, etc. Ça m'a fait redécouvrir ce confort-là et vraiment de prendre le temps de faire les choses bien. Donc voilà, donc mois de mars assez léger. Bien que quand même, il y a eu la Warner, enfin du moins Adult Swim, qui a annoncé 2 nouvelles saisons de Fooly Cooly. Je suis un gros fan, ça se voit à la figurine là-haut. Ça se voit même à la boîte, ça se verra peut-être bientôt aussi dans un futur Tounesk, qui sait. Je suis un gros fan et j'ai pas été fan des 2 dernières saisons pour moi, qui ont dénaturé tout ça. Et là, le fait que Jason DiMarco, le gars à la tête de Adult Swim, fasse moi je m'en fous, j'ai envie de faire une 4e et une 5e saison. Ok, cool, enfin je suis content, lui il peut mettre de l'argent où il veut, etc. Et en fait les deux saisons qui ont suivi la première, Fooly Cooly, qui avait déjà un écart de 15 ans, n'a pas vraiment rapporté grand chose, et même c'était devenu un peu une parodie de soi-même, et ça a perdu en fait son essence, et j'ai très peur de voir la suite. Alors bien sûr je regarderai quand même pour me faire un avis, parce que peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs, et peut-être que la saison 4 et 5 vont être géniales, mais vu qu'une des 2 saisons déjà va être en 3D, j'ai très peur. En parlant de choses en 3D, il y a eu quand même Turning Red en mars qui était cool, donc Alerte Rouge chez Disney, qui avait fait un peu du bruit aussi parce que c'est sorti direct sur Disney+, c'est pas sorti en salle. Et c'est un des films où justement ça a prouvé le point de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux punaises de lit. J'étais content d'être chez moi pour regarder ça tranquille sur mon canapé. Enfin du moins à ce moment-là j'avais pas encore le canapé, mais waouh, quel film, quelle fraîcheur. Pixar qui donne en fait le crayon, qui donne la possibilité à des nouvelles personnes, à des nouvelles générations de faire des choses. Ça se sent et c'est cool. Et c'est beaucoup plus pertinent qu'un film comme Saul, que d'autres films auxquels on va parler juste après. Mais waouh, Turning Red, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé aussi la parodie de NSYNC, For Town, par tout expliquer le film. Mais en gros, ça parle de, je crois que c'est Mainly, je sais plus son nom.
C'est une petite enfant dans le Canada, là, en Estie, qui découvre qu'elle peut se transformer en pandarou. Une sorte de ode à l'adolescence, fait de grandir, et aussi les cycles, toutes ces choses-là, les règles. Hein. Franchement, en fait, c'est un film qui est assez touchant, parce que ça parle en fait aussi du fait de laisser le droit à un enfant de se débrouiller, en fait. Et j'ai trouvé ça assez touchant, et vraiment cool. Et Pixar laisse la main à ses créateurs. Chose qui a peut-être été le cas pendant un bon bout de temps, pendant certaines années, mais qui était beaucoup resté autour du même club, de mêmes personnes assez plus âgées, etc. Et là, d'avoir des nouvelles personnes qui font des trucs tout frais, ça fait vraiment, vraiment plaisir, et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ok, on arrive donc en avril 2022. Là, il y a plusieurs choses qui se passent. Moi, déjà, je commence le mois, je suis covidé. Alors, je sais pas si ça se dit vraiment covidé, hein, mais c'est une expression qui a été popularisée. Mais voilà, j'ai chopé le Covid. C'est la première fois que je l'ai. Donc, je me retrouve bloqué chez moi à la maison, un mois après les punaises de lit. Je suis là, mais je suis pas là, quoi. On va pas se le cacher. Et là, je me dis, bon, bah, écoute, c'est comme ça, on va faire avec. Et vous ne devinerez jamais ce qui se passe. Je décide de re-regarder un film pour moi qui m'a bercé mon enfance. Pour moi, c'est peut-être le meilleur Disney 2D. Alors après, c'est totalement subjectif, mais bon, on s'en fout. Je parle bien sûr de Lilo et Stitch, pour moi qui est un film toujours aussi accurate aujourd'hui, qui est toujours aussi incroyable. Ça m'a tellement fait bizarre de le revoir avec mon œil aujourd'hui d'adulte, alors que c'était un film que je regardais tout le temps quand j'étais petit. Enfin, j'étais le gars vraiment très fan, hein. J'avais regardé la série sur Toon Disney à l'époque, sur CanalSat. J'avais vu les suites, j'avais même les DVD. J'avais un jeu sur PS1, et d'ailleurs on me l'avait offert à Noël, et avec j'avais eu la manette et la carte mémoire, enfin bref, pour vous dire, voilà, j'étais à fond dedans. Et revoir ce film, waouh, c'était incroyable, surtout que je sais qu'en tout cas à la réal, il y a le réal en fait des films Dragon, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, que j'ai envie de voir, que je dois voir, qui fait un super taf chez Disney. C'est un film qui date en plus des débuts des années 2000, donc indirectement il y a aussi tout ce truc on est encore sur du Disney qui est en train de petit à petit passer au numérique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui viennent du celluloïd, etc. Et ça se sent. Et c'est un film qui est super beau à regarder aujourd'hui, qui a pas pris une ride en termes de visuel, et qui... il y a des bons gags, c'est bien exécuté, le film s'enchaîne très bien, il n'est pas long, quoi. Non, vraiment... très très cool. Ça m'a rappelé que c'est un des films que j'adorais quand j'étais petit. Si aujourd'hui je devais le remettre dans mes films préférés de tous les temps, je devrais le remettre parce que je l'ai carrément zappé, quoi. J'ai aussi pris le temps pour voir The Animatrix. Donc vous savez, c'est tous les courts-métrages qu'il y a eu après les films Matrix. Tout à l'heure je disais l'exercice de Star Wars Vision, j'avais carrément zappé, mais en fait voilà, The Animatrix c'était le premier à le faire. C'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant parce que ça permet de découvrir un peu les débuts justement des collaborations entre studios. Aussi, Matrix de base c'est quelque chose purement mis en avant par du coup c'est la Warner aussi, si je dis pas de bêtises. C'était sympa, mais ça m'a pas non plus autant fait réfléchir que des exercices du même genre. Il y a aussi eu la fin de la saison 2 de The House, la production de Dana Terrace, qui est aussi connue pour avoir bossé sur Gravity Falls, tout ça, donc Disney Télé toujours autant à fond. La saison 2 était beaucoup mieux que la première, je trouve. Là où la première faisait vraiment j'adore les sorcières et tout. C'est pas un truc qui me parle de ouf. Enfin, déjà de base, tout ce qui est sorcellerie ou qui touche un peu à de l'heroic fantasy, c'est pas trop ma cam. Soit les trucs vraiment type Harry Potter, tout ça, ou l'heroic fantasy plus à la Lord of the Rings et tout ça. The Owl House se retrouve un peu mieux et arrive un peu plus à convaincre certaines personnes sur certains aspects et clairement arrive vraiment à montrer ce qu'est capable de faire Disney si Disney laisse un peu plus de liberté aux showrunners et showrunneuses, bien que Hill House, on sait très bien que ça n'a pas vraiment été le cas direct, et c'est aussi pour ça que la série va bientôt se terminer, mais on va y venir juste après. Également, session de rattrapage sur les Boondocks. Quelle série aussi les Boondocks. Moi je parle bien de la série qui en France était aussi diffusée sur MCM, diffusée sur Adult Swim aux States, qui est basée du coup sur sur un webcomic si je dis pas de bêtises. Et vraiment ça pue l'époque années 2000, en plein milieu du gangsta rap et tout ça, près les USA, pré-Obama, et du coup aussi pendant Obama, parce que la série était réalisée en même temps. Et il y a plein de choses aujourd'hui qui sont toujours autant vraies, et je trouve c'est bizarre que pas grand monde en ait vraiment parlé en France des Boondocks. Après, MCM l'a diffusé en France. MCM, c'était quand même une chaîne, il fallait forcément avoir le câble pour la regarder. Puis je crois que du coup, le showrunner a sorti l'année dernière Yasuke sur Netflix, le fameux premier samouraï noir, dont la BO est faite par Flying Lotus. BO incroyable d'ailleurs. Toujours pas vu Yasuke, mais on m'a dit que c'était pas non plus dingue. Mais par contre, la BO est incroyable. Boondocks, grosse recommandation, et je remercie mon coloc Malik qui m'a recommandé
recommandé la série, et les sessions Boondocks chaque soir, c'était mais hilarant, et je trouve aussi que c'est toujours autant, voilà, toujours autant accurate. Fun fact, j'ai récemment appris, dans la VF, Yui est doublé par un cousin éloigné de ma famille. Parce que j'ai récemment aussi découvert que dans ma famille, il y avait quelqu'un qui faisait du doublage. Dimitri Rougeol, si je dis pas de bêtises, qui a aussi fait du coup du doublage pour le Roi Lion. Mind blown, et découvrir que du coup il a doublé pour cette série. Bon, vu que ça a été fait dans les années 2000, ça m'étonnerait pas que c'est une personne blanche qui a doublé une personne noire. Ça m'étonnerait pas que du coup il ait dit le N-word, mais bref. Période différente, etc. Chose qui n'arriverait peut-être plus aujourd'hui. Mais bref, d'ailleurs les Boondocks, il devait y avoir un reboot, ça a été annulé. On passe au mois de mai. Mois de mai bien particulier. Mois de mai bien particulier. Pourquoi ? En fait, on est pré-Annecy. Pré-saison Annecy, donc Annecy c'est en juin, hein. Vous avez forcément dû voir ma petite vidéo où j'en parlais que j'y allais. Mois de mai, du coup, il y a moins d'annonces autour de l'animation, il y a moins de choses qui se font parce que tout se prépare pour le mois de juin, pour vraiment faire l'hécatombe d'annonces. De toute façon, le mois de juin, même en dehors de l'animation, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la high-tech ou dans la musique, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc le mois de mai, sur le papier, ça paraît assez calme. Et ben, figurez-vous que le mois de mai, c'était l'occasion pour Disney d'annoncer, d'une manière ou d'une autre, je crois que juste avec un petit visuel, Elements, le nouveau Pixar, qui pour moi, c'est du vu et déjà revu, enfin du vu et refait quoi. Je vais pas m'attarder dessus. Pendant ce temps-là, moi, je me suis permis de commencer Nadia and the Secret of Blue Water. Nadia et le secret de l'eau bleue. Le premier anime de Hideaki Anno, connu pour avoir fait après Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion tout court, on peut le dire, qui est donc sorti, je crois que c'est sorti 7 ans avant. Ça pue les celluloïdes, ça pue l'animé, mais le rétro-animé. C'est super beau. Ça se base sur le livre de Jules Verne, donc 20 milieux sous les mers. J'ai pas encore bien avancé dans l'anime, mais j'avais bien commencé à regarder, et c'est assez curieux, c'est que il y a eu quelques années plus tard le film Atlantis, le Disney, qui avait reçu pas du backlash, mais qui avait reçu des petites remarques à son égard par rapport au fait que ça ressemblait quand même pas mal, même en termes de chara-design, etc., à l'anime de Anno. Sachant que Hideaki Anno c'est basé sur le bouquin de Jules Verne. Le bouquin, il n'y a pas de visuel. Et le fait qu'il y a certains chara-design qui ressemblent, etc., ça a un peu mis en confusion. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est très joli, c'est très beau. C'est plus long qu'Evangelion par contre. Alors bien qu'Evangelion, ça paraît super long quand on le regarde. Je crois qu'on est sur une quarantaine d'épisodes si je dis pas de bêtises. Il faut que je reprenne, il faut que je me remette, mais vraiment bonne découverte. Aussi, on a eu la sortie d'un clip qui est assez rigolo, parce qu'en fait c'est le clip de Kendrick Lamar, The Heart Part 5, donc le cœur Part 5, donc sur la série de tous ces morceaux The Heart. Il avait déjà sorti The Heart Part 4 avant Dame, et The Heart Part 3 avant Good Kid Mad City. Il ne l'avait pas fait pour Pimp a Butterfly. Clip qui du coup utilise le deepfake. Alors là on est en plein milieu aussi de toutes les polémiques qu'il y a eu cette année. Il y a eu les NFT et tout ça. Et maintenant il y a tout ce qui est intelligence artificielle et ce qu'on est capable de faire. Et le deepfake, ça en fait un peu partie aussi. Pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'en fait le deepfake dans ce clip, c'est assez bluffant, c'est bien réalisé. En gros, Kendrick se métamorphose en personnalité noire qui ont fait des choses plus ou moins bien pour vraiment faire la balance. Il y a Nipsey Hussle, il y a O.J. Simpson, il y a Will Smith, il y a Kobe, et je vais taire certains autres noms parce qu'il y a d'autres personnes qui déçoivent beaucoup aujourd'hui. Mais ouais, avec du deepfake. Et du coup, on a des deepfakes qui sont faits par le studio qui appartient à Trey Parker et Matt Stone, donc les créateurs de South Park. Et moi, ce qui m'a assez bluffé en fait d'apprendre ça, c'est que derrière, il n'y a pas eu que ça comme collaboration, c'est que derrière, apparemment, dans la foulée, il y a eu Matt Parker et Trey Stone qui ont annoncé vouloir faire un film, ou du moins produire un film avec Kendrick Lamar. On n'a pas plus d'infos sur ce que ça va être comme film, mais si c'est un film d'animation, ça peut être incroyable. De toute manière, c'est des gars qui font un superbe travail aujourd'hui, qui sont peut-être les seuls aujourd'hui à réussir à faire un contenu qui est encore relevant, encore consommable, encore qui n'a pas mal vieilli dans la série dite pour adultes. Contrairement à tout à l'heure quand je parlais des Simpsons, de Désenchanté et de probablement peut-être Futurama, South Park aujourd'hui arrive toujours à se réinventer en changeant un peu la formule, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et donc dans la foulée, il y a eu l'album de Kendrick qui est sorti, donc Mr. Moral and the Big Stepper. Pour moi, un album incroyable. Rapport avec le cartoon, il n'y en a pas vraiment, à part du coup ce que je viens de vous dire à l'instant, mais album qui vaut le déclic, et qui moi en tout cas m'a fait faire pas mal de déclics personnels, toujours sur l'idée de entre la galère des punaises de lit, Covid, vraiment on est sur l'album de la maturité, mais dans le sens, c'est son album de la maturité, mais c'est aussi l'album de la maturité dans le sens, c'est un album qui en fait donne envie de mûrir. Vraiment pour moi c'est mon album préféré de l'année. Alors que, je dis pas que je suis un Kendrick Adu quoi, mais à chaque fois quand il sortait des albums, et qu'il y avait 2 albums qui sont sortis dans la même année, ça c'était jamais le premier album, bien que les albums étaient objectivement mais excellents. Je trouve qu'en termes d'écrit etc, c'est un album qui
pèse le pour et le contre et qui dit beaucoup de belles choses, qui utilise mais parfaitement bien les codes de la musique comme les codes du storytelling et qui pour moi vaut le détour. Donc je sais que j'en parle dans Toonesque etc, mais Toonesque aussi il faut pas l'oublier, c'est quelque chose que j'arrive à faire vivre aussi beaucoup grâce à la musique, et la musique que j'écoute c'est ce qui m'inspire, et la musique que j'écoute, je l'écoute quand j'écris des épisodes, quand je les réalise, quand je les produis, les monte, etc. Et c'est pas pour rien que je fais référence à certaines musiques ou à certains albums en intro de vidéo par exemple. Cet album pèse le pour et le contre. Il y a aussi eu la fin de Amphibia, avec du coup une troisième dernière saison chez Disney Télé qui a été diffusée. Amphibia, je suis pas à la page, on m'en a dit mais que du bien, que du bien, que du bien. Force est d'avouer que du coup, le fait que Disney en fait mette fin à beaucoup de ces séries télé montre que vraiment on est à la fin de la génération des cartoons de 2010 qui avait été commencé par le trio Regular Show, Adventure Time et Gravity Falls, et que là on arrive petit à petit sur une nouvelle génération qui va plus s'incliner vers le streaming pour le meilleur comme pour le pire. Je trouve qu'aujourd'hui, les séries comme Amphibia ou The Owl House arrivent à prouver que le storytelling en animation pour du format télé, ça a toujours un peu du sens, et que la crainte que moi j'ai avec le streaming, c'est qu'aujourd'hui on est trop des séries qui dépendent d'un fil rouge. C'est bien d'avoir un fil rouge, comme The Owl House ou Amphibia ou toutes les autres séries qui sont sorties auparavant, mais il faut pas qu'elle en dépende non plus, parce qu'en fait, à la différence où une série qui est diffusée sur une plateforme de streaming peut ne pas dépendre, une série diffusée à la télé plutôt, peut ne pas forcément dépendre de ce fil rouge, et en fait on peut binger ça ou le regarder dans le désordre, c'est pas un problème. Aujourd'hui on va avoir trop de séries qui vont être inclinées autour de ce fil rouge, et j'ai très peur que malheureusement on arrive à un stade où aujourd'hui les showrunners aient peut-être trop maintenant la contrainte de faire du fil rouge. C'est pas une mauvaise chose, je dis pas le contraire, il y a des séries qui ne peuvent vivre que par ça, mais j'ai peur que ça fasse tâche en fait. Ça joue trop sur les enjeux de la production petit écran, quoi. Si on peut dire petit écran, parce que en dehors du cinéma et du long métrage, quoi. 31 mai, donc là j'ai deux bonnes choses. Je commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Fin mai, Netflix commence à annoncer des annulations de séries. Je m'explique. Depuis, facile, 2-3 ans, on se dit, nous on est l'avenir, on est le futur. Les chaînes comme Disney XD, Disney Channel, Cartoon Network, ou même, on parle pas de Nickelodeon, mais Nickelodeon ne donne pas assez de matière ou de temps à des showrunners. Ça nous va pas, ça nous convient pas dans notre code, c'est pas dans nos gènes à nous. Nous on veut laisser la liberté totale. Sauf que fin mai, Netflix annonce qu'ils annulent mais un tas de séries, un tas de projets, un tas de films, que Netflix n'est pas enclin de tenir sa parole par rapport à beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que Netflix aussi est pas mal en déficit en termes d'argent. Netflix veut aussi lancer sa formule avec des pubs. Netflix veut taxer les utilisateurs qui partagent leur compte au sein d'une famille mais qui n'habitent pas au même endroit. Tout ça, Netflix ne veut pas et commence à se transformer un peu comme un grand méchant loup. Va commencer à dire, il n'y aura pas de suite Midnight Gospel, il n'y aura pas de suite à Kid Cosmic. Dans le fond, Kid Cosmic, ça avait déjà été dit bien avant, mais il y a plein de films aussi qui se font annuler. Bien qu'en avril dernier, Netflix s'était proclamé sauveur du projet Nimona, qui était donc un film qui devait être fait chez Blue Sky Studio, donc le studio qui appartenait à la Fox, le studio d'animation de la Fox, qui est connu pour avoir fait les films Rio, le film je crois épique, L'Âge de glace. Là, Netflix s'était dit proclamé en tant que sauveur, en mode oui, nous sommes pour une animation plus ouverte d'esprit, nous sommes prêts à investir. Et là, la news qui tombe, c'est la douche froide. En fait, c'était un peu mesquin parce que à ce moment-là, en mai, je vous parlais tout à l'heure que c'était le mois aussi où tout le monde fait moins d'annonces pour préparer Annecy. Forcément, Annecy, avant le festival, il y a une sorte de délai un peu avant les dates des festivités pour ouvrir les invitations pour assister à des séances ou à des masterclass ou des quoi que ce soit. Et Netflix s'était ajouté au programme et fait on va faire une séance autour de l'animation pour célébrer l'animation. Beaucoup de gens avaient fait, mais là franchement le culot il est énorme. Ça peut se comprendre après, je dis pas dans le fond qu'on n'a pas blinde d'argent illimité, mais quand on est Netflix et qu'on fait tout le temps la promo de séries plus ou moins bankable, on est une société qui va glorifier peut-être des tueurs en série, ou on va jouer beaucoup sur nostalgie des personnes en faisant des séries avec des gamins qui grandissent et qui évoluent et qui c'est les années 80 tout ça. Je parle bien sûr de Stranger Things. Me dites pas que vous êtes en déficit d'argent, quoi. Dites-moi juste que vous voulez pas prendre de risques, ça va plus vite. Mais du coup dites pas on est enthousiaste dans l'animation et de notre côté
on n'est pas vraiment enthousiaste dans l'animation. J'arrête pas de regarder au-dessus parce que c'est mon compteur, je vois le temps qui passe pour la vidéo. Netflix qui commence à annuler des trucs. Bonne chose ou moins bonne chose? Je sais pas. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Annecy, comment ils vont nous parler de tout ça. Mais avant d'aller à Annecy, petite chose qui est assez cool. Je découvre du coup les Bad Guys. Donc The Bad Guys, la production DreamWorks, qui est un bol d'air, hein, un vrai bol d'air. C'est-à-dire que DreamWorks, moi, j'avais regardé les classiques de DreamWorks, que ça soit Prince d'Égypte, les Shrek, etc. Ouais, mais là, la mise en scène, l'écriture, etc., c'était vraiment cool. Et Cocorico, en plus que c'est réalisé par un Français. Et puis, il y a du Q-Tip dans la BO, il y a Galvanize, non, même pas, c'est pas Galvanize, c'est Go. L'autre titre que Q-Tip a fait avec les Chemical Brothers, pendant une poursuite, une course-poursuite, et c'est juste génial. J'ai regardé le film, j'avais la chair de poule, j'étais putain mais yes quoi, Q-Tip enfin mis en avant et tout. Bon voilà, moi qui est fan Zouz, le cœur s'emballe direct. La scène était vraiment bien filmée. C'est un de ces premiers films où on sent que il y a déjà l'héritage du premier Spider-Verse qui est présent avec du coup ce côté pas de smear frame. Alors ce qu'on appelle une smear frame, vous savez, c'est les intervalles, on va dire les images entre deux animations pour faire le côté vraiment flou. Il y en a pas. Il y a pas de smear frame. Le film prend la même technique, le stop motion, et franchement et puis les visuels sont cool, les archétypes de personnages sont totalement brisés, et ça marche bien, et le film se regarde tranquillement. Et puis aujourd'hui, voilà, on est sur des films qui enfin sont bien distribués. DreamWorks pour le coup fait un bon taf quand ils distribuent leurs films. Ça va être du Dolby Atmos en veux-tu en voilà, du Dolby Vision en veux-tu en voilà. Très bon moment, très plaisant, très quali. Bon film, je le recommande vraiment. Le mois de juin, il démarre sous les fanfares, c'est beau, ça rime. Il y a le clip de Pharrell Williams pour son morceau Cash In, Cash Out qui sort, donc morceau en featuring avec Tyler, the Creator et 21 Savage. Un clip en fait qui a été produit en France, si je dis pas de bêtises. Donc encore des Français, Cocorico. En fait, c'est un mélange de stop motion mais généré en 3D. Avec en fait, vous savez, c'est pas les lustres, mais c'est des objets où en fait quand ça tourne, ça fait une animation quand ça va super vite. Et c'est ça le clip. Et le truc est vraiment stylé, assez joli. Je trouve que on peut du coup en parler, vu qu'on est clairement dans le délire de l'animation directement. Un joli clip, il y a un réel effort et un gros délire. J'aime bien le single en plus, il est bien produit, il y a un bon bail. Donc, Cash In, Cash Out, c'est sorti donc le 10 juin et je recommande également. Et tiens, Cash In, Cash Out. Puis après on décale pour aller à Annecy et ça tombe bien. Parce qu'à Annecy, on a vu pas mal de choses. Je rappelle, c'est la capitale internationale de l'animation. Ça m'a fait vraiment du bien d'y retourner. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2019. J'avais prévu normalement de faire une vidéo dessus en 2019 comme en 2022. Mais à chaque fois, il y avait des petits soucis. Soit j'avais pas eu le temps de trop filmer. Soit là, cette année, ce qui arrivait, c'est que j'avais filmé, j'avais même fait du fast cam, etc. Mais la vidéo était quand même assez longue. Et je m'en voulais un peu de vous faire suivre une vidéo assez longue sur un événement qui est vraiment passé. Et qui pour le coup, contrairement à résumer une année, un récap, par exemple là vous regardez le récap dans 2-3 ans, l'avantage c'est comment ça vous permet de vraiment vous remettre dans le délire de 2022. Là aussi je vous faisais un récap de 1 heure également, mais sur juste un festival d'une semaine. C'est pas autant probant parce que Annecy, chaque année, en fait, chaque nouvelle édition, c'est pas qu'on oublie l'ancien, mais l'ancien il est moins... C'est pas la même chose. J'arrive pas à l'expliquer, mais enfin, vous devez me comprendre. Du coup, ça faisait 3 ans, parce que du coup, je sais s'il y a eu le Covid entre temps, et après ils ont fait des éditions hybrides un peu bizarres. Ça m'a fait plaisir de retourner à Annecy, avec un peu plus de bagages, avec un peu plus de matériel. Je sais qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en train de tester un MacBook Pro, j'étais genre quali de ouf, je m'étais pris un stabilisateur pour filmer avec l'iPhone et tout. Ce qui fait que j'ai plein de vidéos, j'ai plein de plans qui traînent. J'avais filmé du fast cam, mais ces plans-là, je les ai perdus. Les rushs, en tout cas filmés à l'iPhone, donc 80% du truc, sont restés sur mon cloud, donc là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai peut-être quelques vidéos qui traînent. Je me balade dans le vieux Annecy, où j'attends pas mal de choses. En bref, qu'est-ce qui s'est passé à Annecy? J'ai vu pas mal de films. J'ai vu donc le premier jour The House of the Lost on the Cape, qui était un film en fait qui... jouait beaucoup avec le folklore, la culture du folklore du Japon, avec des esprits qui hantaient une maison, qui étaient bienveillantes et tout ça. Assez rigolo, mais en fait au début je pensais vraiment que c'était un family movie en mode on récompose une famille, et en fait c'est vite parti en cacahuète après. J'ai vu après le soir le film des Mignons, je crois que c'est le 2e ou le 3e, je sais plus, donc The Rise of Gru.
Je suis pas de base fan de la licence Moi Moche et Méchant, sachant qu'en plus j'ai vu le 1 et le 2 à l'époque, mais en VF, qui perd un peu de son intérêt parce que, pour l'anecdote, Moi Moche et Méchant, la VF c'est Gad Elmaleh, la VO c'est Steve Carell. Steve Carell il est connu pour faire Michael Scott dans The Office. Dans The Office, il joue le rôle d'un mauvais boss, d'un mauvais patron qui sait mal diriger ses troupes. Oui, en fait, Moi Moche et Méchant, c'est juste Steve Carell qui a des sbires, quoi. Le problème c'est que quand on a la VF, il y a pas, la blague elle est pas pareille, la dimension n'est pas la même. C'est le problème d'ailleurs avec beaucoup de films d'animation, des fois quand le doublage est pas bien choisi ou que c'est du star talent. Donc les Mignons, j'y suis allé un peu en mode bon bah il y a que ça à voir sur le jour d'ouverture. Ça fait beaucoup de blagues de caca, de pipi, et en fait ça fait beaucoup de blagues de daron en fait. C'est le problème de ce film. Et bien qu'il y a peut-être des talents là-bas, Illumination, non moi ça m'a pas tant parlé que ça m'a pas embouché un coin et j'étais bon bah... On va passer à autre chose. Le jour d'après, c'était le 14. J'ai pris un jour justement pour me balader dans le vieux Annecy. J'avais découvert un peu. J'étais en plus à la quête d'aller chercher un Opinel édition limitée Annecy. Et j'avais profité pour aller voir 2-3 trucs. Je sais qu'il y avait des events. Par exemple, il y avait Cartoon Network qui tenait un event autour de, je ne sais plus trop quoi, autour d'une série ou quoi que ce soit, ou de toutes leurs séries. Mais je suis pas allé parce que c'était pas une série qui me parlait de ouf. Surtout que c'était pas une série qu'ils ont mis en avant. Je crois que c'était une série qui était prod en Europe. Bien que j'aime bien les séries comme Gumball, etc., qui sont faites donc à Londres, donc en Europe, entre guillemets. Du coup, j'étais pas très fan parce que c'est le studio aussi qui a fait tout ce qui est Long Like the Royals, Elliot from Earth, des trucs qui me parlent un peu moins en fait parce que y a moins le côté rough. C'est beaucoup plus de l'animation flash. Je trouve que c'est un peu moins vivant. Et vu que je suis pas allé, j'ai pas eu le sac de goodies qu'ils avaient. Il y avait aussi un truc, je crois, des Bad Guys, si je dis pas de bêtises. Mais sauf qu'en fait, c'était vraiment, mais juste après un événement qui était pour l'avant-première de Unicorn Warriors Eternal, donc la nouvelle série de monsieur Genndy Tartakovsky, donc le créateur de Samurai Jack, Dexter, Hotel Transylvanie, Primal. Bref, il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre, quoi. Kudos to Samurai Jack, surtout la dernière saison qui était pour moi une grosse claque. Il avait aussi fait Clone Wars, mais la version 2D. C'était vraiment cool. Unicorns Warrior Eternal, il y avait un côté pareil, toujours très steampunk, etc. Je dis toujours très steampunk parce que je pensais à tout à l'heure quand je parlais de Jules Verne, mais rien à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et en fait j'ai hâte de voir si ça va sortir ou pas aussi, parce que avec tout ce qui s'est passé après, pour pas spoil, de toute façon, vous avez vu la vidéo que où je parlais de la Warner, sachant que Genndy à ce même moment avait annoncé qu'il allait prendre un peu plus de rang chez Warner pour prendre plus de décisions sur le côté exécutif et laisser un peu plus la main des créateurs de faire des choses. Et ben là, le truc c'est que avec tout ce qui s'est passé chez la Warner, j'ai très peur qu'en fait il n'ait pas vraiment tant d'occasions que ça qui se proposent. J'avais été voir aussi Les Secrets de mon père, j'avais vu Nayola aussi qui était vraiment pas mal en termes d'esthétique, même si au niveau de l'histoire on se perdait un peu. Je survole parce que j'avoue que bon, j'ai quand même beaucoup blablaté. En même temps à Annecy, il y a eu 2 grosses conférences pour moi sur le côté de Netflix et Sony. Je m'explique. On a eu la conférence de Sony qui nous a unveil pas mal de choses autour de Spider-Verse 2. D'ailleurs, c'est là d'où vient le beau poster, juste là. Je le pointe du doigt, mais il va pas se mettre net. On a vu beaucoup de trucs en amont, des choses qui n'ont pas encore été révélées, on va dire, en public, auprès de la presse, etc. Mais ça va être le digne héritier du premier, ça c'est sûr et certain. Il y a un réel effort qui est fait de la part de Sony. Aujourd'hui, Sony fait un superbe travail en termes d'animation. Les Mitchell aussi, c'était vraiment bien. Si vous n'avez pas vu Mitchell vs The Machine sur Netflix. Et là, ce qu'ils vont faire, ça va être dingue. On a découvert le cast de certains personnages supplémentaires. Des chara-design, on a vu des extraits. Il y a pas mal de bonnes intentions, etc. Et c'est bien réalisé et c'est cool. Spider-Verse, ça va envoyer. Donc l'affiche, pas l'affiche, mais l'affiche qui est derrière moi. Et je l'ai eu après une séance de dédicace. On a attendu une petite heure et demie. Et ça a valu le coup. C'était l'occasion de parler. Surtout qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient là, qui avaient aussi bossé sur d'autres chefs-d'œuvre. J'essaie de regarder si j'ai les noms en tête. Bon, ils ont quand même des signatures de docteurs, donc je vais pas avoir les noms en tête, mais les dédicacés, en fait on le voit pas, mais au-dessus il y a écrit For Vincent, of course. Et d'ailleurs ça m'a un peu surpris parce que quand je suis débarqué, j'ai dit mon nom, ils m'ont fait et toi on t'a déjà vu quelque part Et je fais bah non. T'es sûr que t'es pas déjà venu à Annecy en 2018 pour le premier Spider-Man? Je fais non, j'étais pas là, et que là à partir de 2019. Ah ok, bah j'ai déjà dû voir ta tête à mes familières. Donc peut-être que déjà Tounesque a son public aux États-Unis, peut-être qu'il y a déjà des gens qui regardent mes vidéos depuis une belle lurette. Bah, ça m'a fait plaisir, je suis assez curieux et ouais. Et puis ça m'a permis aussi d'un peu utiliser mon anglais et j'étais assez content en tout cas de me sentir que j'étais pas non plus trop mal à l'aise avec mon anglais et que je m'en sors
assez bien. Pendant ce temps-là, du coup, alors ouais, la séance que j'ai ratée, là, où il y avait la Warner qui faisait ses annonces et tout ça, ils ont annoncé un spin-off de Adventure Time sur Fiona et Cake, donc vous savez, c'est l'univers parallèle où en fait tous les personnages ont le genre opposé, dont j'avais parlé dans la vidéo sur André 3000. Bah, j'ai rien vu de tout ça vu que j'y étais pas. Par contre, j'étais à la cérémonie de Netflix, qui était au même moment, en fait, à ce même moment. Et Netflix, j'ai bien fait d'y aller parce que du coup on a eu des images du film de le Nimona, vraiment en surprise, hein, c'était pas du tout prévu. On a eu ça, on a eu pas mal aussi de retours sur les séries qui allaient venir, on a eu aussi des extraits de One Day in a While, j'en reparlerai après, mais pareil, moi ça m'a un peu surpris parce que j'étais assez content d'apprendre que Jordan Peele faisait une coprod avec le créateur original de L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai oublié son nom, c'est plus Célie que je crois. Bref, très peu ressourcé, dis donc, le bonhomme. Ouais, je fais la vidéo en freestyle, mais je me suis dit, bon, c'est l'occasion de parler un peu. Non, c'est Henry Selick, que je crois. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu ça, et puis là, il y a un truc qui m'a surpris de ouf, et je m'y attendais vraiment pas. Depuis le début de la séance, en fait, à chaque fois, il faisait par tranche d'âge, etc. Et quand on arrivait aux adultes, du coup, il commençait à dire, bah voilà, on va vous montrer tel extrait, etc. Et puis là, du coup, il nous montre un extrait de Intergalactic, qui est donc un film qui accompagne donc le prochain nouvel album de Kid Cudi à ce moment-là, qui est dans les cartons depuis 2016. Intergalactic, il avait été annoncé, je crois, juste après son album Passion, Pain and Demon Slain, qui est d'ailleurs aussi un bon album que je vous recommande. Et donc on a l'extrait, et d'un coup, on a le host qui nous fait... et je vous fais le plaisir d'accueillir Kid Cudi sur scène, et il y a Kid Cudi qui débarque. Alors, je suis un peu un stan quand même. Je suis un gros fan du travail de Cudi depuis facile, Man on the Moon, premier du nom. De toute façon, c'est un artiste qui, clairement, moi, ma génération a grandi avec. D'une manière ou d'une autre, il y a forcément un morceau qu'on aime bien de Kid Cudi. Enfin, c'est un gars, voilà, moi je l'ai toujours suivi. Je me rappelle à Annecy en 2019, plein de vidéos de moi où je gueule des morceaux de Kid See Ghost. Bref. Et là, je vois Kid Cudi à Annecy et je fais putain, un truc de ouf. Et vraiment, j'ai choqué parce que je me dis, voilà, j'ai peut-être pas eu la chance d'aller au Zénith cette année à la date qu'il a fait à Paris là. J'étais content de l'avoir vu parce que j'avais l'impression de boucler une boucle. Et le fait qu'il est venu présenter son œuvre et qu'il disait ouais, je suis vraiment content de ce que j'ai fait, tout ça, c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui, ça renforce l'authenticité du personnage et vraiment le fait qu'il ait fait un déplacement à Annecy pour ça, ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors après, j'espère qu'il a pas fait juste le déplacement de chez lui. Ça m'étonnerait qu'il ait fait que ce déplacement pour ça et j'espère pas. C'est vraiment cool en tout cas de le voir. Et juste après Cudi, on a Guillermo del Toro qui arrive pour parler de Pinocchio. Pareil, Pinocchio, moi je l'attends de ouf. Pinocchio, j'en ai pas parlé dans une de mes vidéos, mais en fait, pour tout savoir, pour tout vous dire, Pinocchio, projet qui est en production depuis 2016 ou 2017, si je dis pas de bêtises. Et c'est un projet surtout qui a fait intervenir Pat McHale, donc Patrick McHale, que vous connaissez sans doute si vous avez vu ma vidéo sur Over the Garden Wall pour justement Tom of the Unknown, Over the Garden Wall et certains épisodes de Flapjack et de Adventure Time. Et du coup, là, Del Toro, qui dit je vais parler de Pinocchio. Je suis putain trop cool. Pat McHale, qui est quelqu'un qui ne se monte pas beaucoup non plus. On va enfin avoir du nouveau matériel qui vient de ce gars. Et en plus, il y a Del Toro. Pat McHale était pas là malheureusement. Alors peut-être qu'il était là, mais il s'est pas montré. Pareil, il fait des monologues, il parle, il respecte pas son timing par rapport à son temps sur scène. Il dit il est super content d'être là à Annecy parce que Del Toro est vraiment un fumé d'animation et c'est cool de savoir qu'il y a des réalisateurs qui font du live action qui aujourd'hui voient vraiment l'animation comme une manière à part entière de raconter des histoires et que ce n'est pas juste un genre, qui voit ça aussi comme un médium, donc c'est vraiment cool. Et du coup, il nous montre des extraits de Pinocchio, il nous montre une bande-annonce qui est pas finie où il y a encore des bouts de fond vert, etc. Et je trouvais ça vraiment pareil, authentique. Et c'est là où je me suis dit Netflix a été très très fort parce que autant juste avant je disais Netflix se fout de la gueule du monde parce que ils ont mis de côté plein de prod. Et ils sont arrivés sur scène et ils ont dit ouais par contre on a encore ça à vous montrer. Il y avait aussi, j'ai pas dit Sea Beast au tout début aussi, je l'ai pas vu celui-là. Ils nous ont montré donc Sea Beast, Nimona, One Day in a While, Intergalactic et Pinocchio et d'autres extraits de séries, etc. Et j'étais waouh, ils sont forts quand même, ils sont très très forts. C'est là où j'étais rassuré par rapport à leur approche par rapport à l'animation, parce que dans le fond, je pense que indirectement, naïvement, ils ont peut-être pas la meilleure manière de manager leurs équipes, ou du moins d'être assez transparents. Dans le fond, c'est pas la tâche la plus évidente, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable, mais c'est pas la tâche la plus évidente de se dire ouais je dois virer quelqu'un parce que j'ai pas d'argent ou quoi. Mais je trouve que néanmoins ils ont réussi à bien se rattraper sur ce Annecy et à proposer vraiment quelque chose qui était vraiment cool. Et aujourd'hui Netflix, même si ils ont fait un coup très pourri quelques mois auparavant, ça donnait de l'espoir, ça laisse de l'espoir. Mais donc on n'a pas eu d'infos sur la série animée Scott Pilgrim. Tout ce qui était concernant la Japanimation chez Netflix, ça a été évoqué dans une autre séance. Je crois que cette séance elle était vite bondée quand il fallait réserver, donc c'était un peu compliqué d'y assister. En même temps,
Du coup, sur le festival, il y a aussi Masaki Yuasa qui va présenter donc Inuo, son nouveau film, qui est beaucoup attendu parce que du coup, c'est son dernier film qui va sortir dans son studio, en tant que président de son studio. Maintenant, il n'est plus le président de son propre studio d'animation qui est Silent Saru. J'avais pas le nom tout à l'heure, maintenant je l'ai. Donc Silent Saru, l'épisode de Silent Saru de Star Wars Vision, il est vraiment bien. Silent Saru, du coup, qui fait un taf dingue avec Inuo. C'est un joli film, très poétique. Peut-être un peu trop, des fois, trop poétique. Peut-être trop dans le côté, je dirais pas métaphorique, mais qui en joue beaucoup et qui des fois en fait va peut-être trop aller dedans. C'est un film auquel moi je m'attendais pas que ça parte autant, pas en vrille mais dans le mauvais sens des choses, mais plus dans le délire du genre du film. Je m'explique, le film est présenté comme un film avec un contexte historique et qu'il va y avoir vraiment une histoire qui va suivre une timeline, et en fait pendant un bon moment d'un film c'est comme ça, et puis d'un coup schlac, ça te coupe l'herbe sous le pied, ça te dit non, en fait ça va être une comédie musicale et ça part en opéra rock. C'est très excentrique, c'est ce que fait Masaki Yuasa apparemment dans tous ses projets. Food Chain est un bon exemple, hein, pareil, l'épisode d'Adventure Time où à la fin ça part en comédie musicale. Inuo, moi j'ai trouvé ça vraiment touchant, les enjeux identitaires, etc. Mais il y a des longueurs et j'ai quand même pas mal de moments dans le film où je regardais ma montre parce que j'étais bon, ça fait quand même 15 minutes qu'on entend la même mélo, quoi, donc ça serait bien de passer à autre chose. Alors peut-être pas 15 minutes, mais il y avait des moments où il y avait des grosses longueurs. Et là on est sur le dernier jour de Annecy, entre guillemets dernier gros jour, 17 juin. 17 juin, du coup, pas mal de choses qui se passent, parce que le vendredi aussi, il faut se rappeler que c'est la sortie des albums de Nulle Part. Ça n'a rien à voir encore avec Toonesk, mais je suis obligé d'en parler. Il y a Drake qui sort un album de House, et moi je suis là, qu'est-ce qui se passe en fait? Je me réveille le matin avant de partir du coup sur le festival, parce qu'on est sur une journée assez chargée, il va y avoir plein de conférences Disney qui vont s'enchaîner, dont aussi l'avant-première du film Buzz l'éclair, enfin du moins le biopic, enfin pas le biopic du coup, mais le... Bah en fait si, c'est un faux biopic sur le vrai Buzz l'éclair, mais bref. Il y a Drake qui sort un album de House, un album dance. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous pouvez écouter un album de House de Drake. Est-ce que l'album va être iconique et mémorable dans plusieurs années? Je ne sais pas, je pense pas. Mais la prise de risque est pour moi rigolote, surtout que quand on connaît Drake, et pour lui, en fait, c'est un gars qui essaie toujours de jouer sur les choses qui marchent tout le temps pour pas se rater. Là, j'étais choqué, je me suis dit, bon délire, bon bail. Alors ouais, peut-être que c'est de la musique pour aller dans des magasins Forever 21 ou H&M. Mais moi honnêtement je dis pas non, j'aime bien l'esthétique, ça a un délire, et voilà, et puis ça m'a donné envie de retourner écouter des trucs que j'écoutais avant, comme les bons vieux Eric Prydz, les Swedish House Mafia encore, hein, qui aussi a sorti un album cette année aussi. Toute la scène un peu house, vraiment, ça m'avait fait marrer. Mais bref, mais revenons du coup sur Disney. Donc Disney du coup fait deux événements côte à côte. Ils sont forts là-dessus, parce que comme ça au moins ils ramènent tout le monde et ils sont sûrs qu'il n'y a personne qui va aller voir autre chose. Parce qu'il faut rappeler que Annecy, en fait, il y a des événements, il y a des séances événements, et il y a des masterclass, il y a des work in progress et tout ça. Et il faut aussi savoir que Annecy, pendant un bon bout de temps, il y a en fait... par jour plusieurs séances d'un film qui est en fait sélectionné par le festival pour après la cérémonie, etc. Et des fois il y a certains films aussi qui ne sont pas diffusés tout le temps ou qui sont diffusés qu'un seul jour, et Disney là-dessus fait souvent ça, fait exprès pour qu'il y ait des films qui ne soient pas vus. Alors après, peut-être aussi que c'est involontaire et que c'est juste une coïncidence. Je n'ai pas envie de dire que qu'il n'y a que Disney qui est comme ça, hein. La Netflix a fait pareil, ils ont fait leur événement en même temps que la Warner et que je crois Disney Télé, ce qui faisait que du coup fallait trancher, c'était soit tu faisais Netflix, soit tu faisais Disney Télé, soit tu faisais la Warner, ou du moins Cartoon Network, c'est pas évident quoi. Mais du coup il y avait, ils ont célébré donc l'anniversaire du studio qui va du coup avoir sa 100e bougie. Et oui, Disney va avoir 100 ans bientôt. Il y avait eu aussi le gagnant du concours que Disney organise chaque année autour de Annecy en mettant en avant des travaux faits par des écoles d'art. On a eu des extraits par rapport aux séries Disney Plus qu'ils allaient faire, qu'ils étaient en fait adaptés des autres films. Je crois que c'est Baymax Plus. On a vu aussi un extrait de Zootopia Plus. Et après on a eu un bon morceau qui était dédié en fait au nouveau film Disney qui vient de sortir là, Strange World, qui d'ailleurs ne fonctionne pas super bien apparemment, qui présentait le cast, des artworks. C'est très classique Disney, c'est très très simplet, ça se prend pas la tête, ça va droit au but, ça essaie de jouer un peu sur regardez, on met plus en avant ce qu'on appelait avant minorités pour justement redorer un peu notre image et être un peu plus dans l'inclusion et la diversité. Enfin bon, il y a 3 mois, vous disiez que The Hill House n'avait pas besoin d'avoir une suite parce que c'était un peu trop dans la diversité, donc le management à 2 vitesses et l'hypocrisie, il y en a un peu ras-le-bol quoi. Mais ouais, non, le film apparemment a l'air d'être bien, il est joli, big up aux personnes qui ont travaillé dessus. Buzz Lightyear du coup,
Chris Evans, le Captain America qui fait la voix de Buzz l'éclair. On aurait pu s'en passer honnêtement. Il joue bien, mais je sais pas, ça quand même, ça casse un peu le côté iconique en fait de Buzz. C'est un film très classique d'action en fait. Et le truc c'est que, bien que c'est Pixar qui est derrière, que c'est les moteurs de Pixar qui sont utilisés pour rendre les images 3D, donc c'est le RenderMan, bien que c'est une superbe promo technique en fait, techniquement c'est joli, les explosions, tout est beau. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas plus fond que ça en fait, il n'y a pas vraiment de fond. Le propos évoqué dans le film, ou du moins les choses évoquées, la mise en scène, etc., contrairement à Alerte Rouge que j'avais vu quelques mois plus tôt, je trouve ça vraiment basic, et ça m'a surpris de me dire aujourd'hui que Pixar faisait des films basic, parce que Pixar souvent c'est, je dis pas que c'est l'excellence, mais ils ont leur manière en fait de s'affirmer, et aujourd'hui on sent de plus en plus que les anciens de Pixar qui ont plus souvent la main sur des productions de ce genre-là, tournent vite en rond et vont vite faire des choses vues et revues et vont moins prendre de risques. Et même moi qui aime beaucoup Toy Story, je suis un grand fan de Toy Story 2 par exemple. Je trouve que par exemple Toy Story 2, l'intro de Toy Story 2 est incroyable aujourd'hui, où on a Rex qui joue sur la Super Nintendo à un jeu en fait qui est basé sur l'univers de Buzz l'éclair, qui d'ailleurs aussi a été après adapté en série animée 2D, qui est diffusée du coup sur Disney Channel et Toon Disney. Je me rappelle, je regardais ça à l'époque quand j'étais petio. Exactement, le film c'est ça, sauf que tout le lore qu'il y avait dans la série animée a été ce qu'on appelle retcon, c'est-à-dire que ça n'existait pas en fait. Les coéquipiers que Buzz a dans la série animée ne sont plus dans le film. En fait, le film est une réécriture, une réinterprétation autre qui n'était pas nécessaire en fait. Et le fait que ça soit Pixar en plus qui soit derrière, ça m'a un peu surpris quoi, que en fait ils fassent pas quelque chose qui est à la hauteur de leur standard, d'après moi. Après bon, comme je le dis, Pixar la même année ils ont aussi fait Alerte Rouge, qui est pour moi un exemple de ce qu'ils devraient faire plutôt. C'est encore autre chose. Et moi j'ai terminé après mon Annecy sur Sing a Bit of Harmony, donc c'était un film assez mignon parce que ça mettait en avant une intelligence artificielle. On va toujours retourner autour des intelligences artificielles aujourd'hui, c'est une thématique qui revient trop. Mais bon, on sait jamais, faut en parler. Mais bienveillante, où en fait c'est une sorte d'équivalent de Siri. Du coup j'ai allumé mon Siri, bravo. Qui en fait est intégré dans un corps, et qui devient donc du coup un androïde, un robot androïde, et qui veut rejoindre plein de personnes. Le personnage principal qui en fait est l'enfant de la maman qui a conçu cette intelligence artificielle, et qui va aller à l'école et va devoir jouer le jeu de être normal pour voir est-ce qu'une intelligence artificielle peut remplacer un humain, ou du moins faire tout autant. Le film est assez touchant. En fait, il est pas négatif, il est pas pessimiste par rapport aux intelligences artificielles, et ça change, parce que je dis pas que aujourd'hui, voilà, les intelligences artificielles c'est forcément quelque chose dont il faudrait se craindre. Il faut aussi s'en servir à bon escient, et ce film un peu prouve ce point-là. Par exemple, dans le film, il y a plein de moments où cette dite AI va remonter le moral en chantant, etc., et qui va beaucoup se mettre à chanter, et ceci, cela, et après, il y a tout ça se déconstruit petit à petit, ça explique le pourquoi du comment, le personnage est comme ça, etc. Mais bon, moi après, entre-temps, sur la fin du mois de juin, donc du coup, je rentrais, et je m'en rappelle, je voulais me remettre sur Tounesque à fond, parce que Annecy ça m'avait remis de la lumière dans les yeux, étoile dans les yeux même on peut dire, et j'avais recommencé à me faire des trucs, donc c'est là où vraiment moi de mon côté je me suis fait mes petits supports pour commencer à écrire, comme le support là que j'ai là actuellement devant dans ma tablette, qui me permet de voir tout ce que je dois citer, etc. Mais aussi je me suis fait un serveur Discord pour partager ma progression, etc. Et aujourd'hui je suis super content d'avoir ça, parce que ça me permet vraiment de me rassurer sur beaucoup de craintes que je peux avoir quand je fais le format. Bien que aujourd'hui, quand on voit un Tounesque, quand vous voyez que le résultat final, ça demande beaucoup de travail, et même moi, des fois, je remets beaucoup en question certains extraits que j'ai utilisés, ou comment je vais faire fonctionner la chronique, comment je vais parler, etc. Mais là, j'arrive de plus en plus à prendre des décisions de moi-même, et moins forcément m'inquiéter par rapport à certaines décisions que je peux faire, et assumer simplement ces décisions-là.
Mais bref. Juillet 2022, qu'est-ce qu'on a eu? Très bonne surprise, pareil, là c'est le fan qui parle. Out of Nowhere, une saison 2 de Panty Stalking a été annoncée. Donc Panty Stalking, pour rappel, c'est sorti en 2010. C'est un animé mais qui a un style cartoon pour le coup, mais vraiment. Fait très Cartoon Network même. C'est Hiroyuki Imaishi qui a fait l'anime en question. C'était sorti à l'époque chez Gainax, parce qu'il était chez Gainax à ce moment-là. Et après, bon, il est parti, il a fait le studio Trigger, etc. Et ça faisait des années que beaucoup de gens se disaient c'est bizarre, il y a des trucs qui pourraient faire qu'il y aura une saison 2, mais de base en fait il y a une blague à la fin de la saison 1 qui dit qu'il y aura une saison 2, mais en fait on a l'impression que c'est un peu une blague pour dire qu'il n'y en aura pas, et en fait il y aura une saison 2, et ça va être Trigger qui va la faire. Et ça a été annoncé. Bordel de merde, et désolé de l'expression, mais bordel de merde, c'est incroyable. Parce que bah ça y est quoi, on y est enfin, 12 ans après quoi. Et j'ai tellement hâte, on n'a pas plus d'images que ça, à part une image des deux héroïnes qui font un joli doigt au public en disant on est de retour. Et ouais, bah, j'ai hâte de découvrir ça, et j'espère qu'ils vont envoyer du lourd. Ils vont envoyer, enfin il y a intérêt, c'est obligé de toute façon, c'est tellement iconique. Warner, on en a parlé, mais je me permets d'en parler aussi. C'est à ce moment-là où Warner commence à mettre un peu la clé sous la porte sur plein de choses. Déjà, ils annulent Close Enough. Close Enough, donc pour rappel, c'est la série de J.J. Quintel. Cartoon Télé a fait une super vidéo dessus, je vous la recommande, qui est en fait une suite... je sais pas, c'est pas une suite spirituelle, mais c'est Regular Show, mais sans le côté animaux anthropomorphiques. C'est vraiment avec des humains qui vivent des situations. Ça vise un peu plus les adultes, des problèmes d'adultes, avec des vrais trucs, des problèmes de faut payer le loyer, faut comment éduquer un enfant, etc. Saison 3, vraiment excellente. Moi j'ai rattrapé récemment tout ça. Je spoil un peu ce que j'ai écrit après, mais c'est pas grave. Série qui excellente. Annoncé, pas de suite. Et pourtant, c'est une série qui a mis du temps à sortir. Elle avait été annoncée en 2016 et elle n'est sortie que en 2019. Et la saison 2 était sortie en 2020, je crois. Et saison 3, c'était du 2021/2022, mais pas vraiment. Et là, en fait, en plus, la saison 3, elle est beaucoup plus courte que la 2. Donc on a senti vraiment qu'il y a eu l'herbe qui a encore coupé sous le pied. La Warner ne surprend pas. Mais en fait, si, ils surprennent. Pourquoi? Parce que quelques jours après, ils annoncent qu'ils veulent faire un reboot. Un deuxième reboot d'ailleurs, parce qu'on n'est pas au premier. Et Super Nana, cette fois-ci vraiment avec Craig McCracken, contrairement au reboot qu'il y avait eu en 2015 sans Craig McCracken. Et aussi un reboot de Foster, mais un peu plus pour vraiment les personnes, enfin les enfants bas âge, donc de 0 à 3 ans. Mais du coup, les Super Nana en retour normal, sur Cartoon Network, etc. Craig en fait avait même dit, après avoir fini Kids Cosmic, que aujourd'hui, il avait tenu ça un peu après l'annonce quand même. Il disait qu'aujourd'hui, les studios, ils veulent plus des reboots que des vraies nouvelles licences, parce qu'ils veulent pas prendre de risques, que l'industrie actuellement est pas très stable en vue de tout ce qui s'est passé avec le Covid, puis là avec tout ce qui se passe aussi lié à l'Ukraine, etc. C'est un tout malheureusement, mais ça fait partie de ça, et qui du coup ne veut pas prendre de risques et fait surtout du reboot. C'est aussi pourquoi maintenant la Warner se concentre aussi sur pas mal de, pas de réchauffés, mais qui a fait des trucs comme, qui a sorti aussi récemment Multiversus, là, le Smash Bros avec la licence de Warner, pour ça aussi Space Jam 2, etc. Pour vraiment en fait jouer de choses qui existent déjà et qui forcément en fait ramèneront de l'argent sur la table. Et force est d'avouer que ça veut aussi dire que dans le fond la Warner actuellement est de plus en plus en train de disparaître dans l'idée de on veut être dans la créativité, dans la création originale, et plus aller sur on va se reposer sur ses sorts parce qu'aujourd'hui sinon on n'est pas sûr de tenir le coup. Voilà. Mais ça, je pense que c'est aussi lié au fait que Warner Bros Discovery, bref, il y a la vidéo dont j'en parle est assez bien détaillée là-dessus. Entre-temps, on a un super clip qui sort. Ça me permet de faire le lien sur une des premières choses dont j'ai parlé au début de l'année qui est sorti, qui est le clip de How Do I Make You Love Me de The Weeknd. Donc ce morceau qui est totalement d'un délire très Tears for Fears, ouais. C'est un peu bizarre à prononcer, mais ça fait très Everybody Wants to Rule the World type of sound, tu vois, un peu le type beat quoi. Ou shout ou bref. Puis à ce côté, en fait, il prend cette voix monotone un peu, avec un accent un peu british, et avec ses reverbs, etc., très 80s, tout en ayant du coup cette prod 80s qui est faite par One Out Explain Never et Solutions Mafia. Et encore une fois, bref, je vais pas revenir sur Don FM. Parlons du clip. Le clip, il est réalisé par Jocelyn Charles, qui est français. Et toute une équipe française, en fait. Et c'est un clip français. Et
c'est probablement un des clips les plus jolis qui est sorti cette année, un des mieux travaillés je trouve, et c'est ouf que The Weeknd ait fait confiance et a utilisé du coup le médium de l'animation pour raconter son histoire, parce qu'il faut, pour rappel, The Weeknd en fait ses clips se lient avec l'histoire de ses albums, et qu'en fait chaque clip, c'est pas qu'il se passe après l'album, en fait ça a une cohésion, et ça a un rapport avec le prochain album, ou ainsi de suite, c'est des chapitres en fait ces albums. Et le fait que du coup il y a un d'actes de son album qui est un clip animé, en plus français, Cocorico. Et vraiment, chapeau bas, parce que c'est pas n'importe quoi comme clip. Il est un peu visuel, je dirais pas à me sentir s'abstenir, mais il y a des trucs un peu gore. C'est un peu artsy, donc ça va encore, c'est pas du gore pour être gore méchant. Et je trouve ça vraiment très malin comme choix de clip. Et surtout, voilà, il est sorti au beau milieu du mois de juillet, donc bon. Il y a eu aussi, alors là, sur la fin du mois, deux choses. Première chose, il y a eu film Popeye, si vous voulez le dire à la française, Popeye. On va dire Popeye, de Genndy Tartakovsky, qui était de base, qui devait sortir chez Sony, qui avait été annulé, qui a leaké en fait les animatics, donc tous les storyboards, etc. Il y a le film entier qui a leaké sur YouTube. Pendant une bonne partie de la nuit du 26 au 27 juillet, vous pouvez regarder le film Popeye sur YouTube. Alors, c'est en noir et blanc, donc c'est du storyboard très classique, mais ça m'a assez surpris de me dire que, en fait, le film annulé entre gros guillemets, était pas prêt, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient quand même bien travaillées. Je dis pas qu'un film c'est super facile à finir non plus, mais c'est comme si vous regardez un peu l'ours d'un montage, quoi. L'ours, c'est quand en fait vous avez chaque scène mis bout à bout sans vraiment les raccords. Vous pouvez le regarder le film quand même. C'était un peu ça, quoi. Et le fait que le film ne s'est pas terminé, c'est un peu bizarre, parce que dans le fond, en fait, le film est entre guillemets là, quoi. Et ça m'a surpris que Sony n'ait pas voulu quand même aller un peu plus loin, ou du moins laisser Genndy repartir au moins avec le projet pour le produire ailleurs. Chose qui a failli se faire, je crois, je me rappelle plus le nom du studio, mais c'est le studio qui a fait la série Cuphead, qui est sortie sur Netflix, qui du coup, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. C'est assez surprenant de voir ça, et surtout, c'est sorti un peu du sol. Bon, forcément, Sony a vite strike la vidéo, mais évidemment, il y a des gens qui ont archivé, et merci à ces gens-là qui archivent. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. Et on a eu du coup après Renaissance de Beyoncé qui est sorti, qui est aussi un album très house, très dance, très atypique. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est marrant, j'ai parlé de l'album de The Weeknd qui est comme ça, il y a l'album de Drake. Et donc on était sur une année qui était très finalement retour aux sources, très électronique, et qui faisait très plaisir. Je trouvais que c'était cool pour l'été d'écouter ça, c'était très très sympa. Et puis là on passe au mois d'août, donc là mois d'août, la Warner continue ses bêtises, j'en ai parlé dans le débrief. Plein de séries disparaissent de HBO Max, OK KO, Infinity Train, mais le pire est à venir. Moi pendant ce temps je regarde Amer Béton, la production de Studio 4C, donc un ancien Japanimation, mais un film qui est tellement beau que je recommande grandement. J'avais déjà vu Mutafukaz, qui était une collaboration entre Ankama et Studio 4C, quand c'était sorti en salle, qui était adapté du coup de la BD française Mutafukaz, qui est fait par Run, si je dis pas de bêtises, c'est ça Run son blast. Et là en fait quand j'ai vu Amer Béton, donc Taken Concrete dans son nom original, je me suis dit oula, mais en fait Mutafukaz, mais le film, c'est quand même, ça ressemble quand même beaucoup à Taken Country, sauf qu'il n'y a pas ce côté poétique, c'est plus du rentre dedans, etc. Là où Taken Country, il y avait vraiment, c'est un film qui parle du yin et du yang un peu, le bien et le mal, tout ça, jusqu'à quel niveau peut aller la tolérance et l'intolérance. C'est un film qui est très joli, quel beau film. Si vous voulez regarder un film avec un univers très dense et auquel vous êtes vraiment vite mis dedans, ouais, Amer Béton, faut le regarder. J'ai pas lu le manga, j'aimerais bien le lire un jour parce que honnêtement, l'univers il est vraiment dense, et le truc est un voyage de A à Z, c'est un real trip, quoi. Ça va dans tous les sens. Bon après ça c'est plus pour moi, je le dis, mais je trouve que c'est assez intéressant de l'évoquer. Un petit truc aussi que j'ai bien aimé cette année, c'était partir en vacances, parce que ça faisait un petit peu de temps que j'étais pas parti en vacances, et du coup en août je me suis permis de partir en vacances en Espagne, là où j'ai pu un peu découvrir plein mal de choses. J'ai pris l'avion, et je me sentais un peu mal parce que c'est la première fois que je prenais l'avion, et on était à ce moment où en fait il y avait beaucoup de gens qui gueulaient sur les réseaux, qui peut se comprendre par rapport à beaucoup de célébrités qui prenaient l'avion juste pour faire un trajet de 10 minutes, ou faire le tour d'un truc, ou faire un trajet aller-retour la même journée. Et je me sentais grave mal moi de prendre l'avion, mais moi c'était ma première fois que je prenais dans toute ma vie, hein. Aujourd'hui j'ai 24 ans. Le fait d'avoir pris l'avion, ça m'a fait bizarre d'être au-dessus des nuages, de profiter de tout ça, puis forcément d'être dans un autre pays, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Pareil, ça m'a fait encore un bol d'air, c'est pour ça que j'en parle en fait. Ça m'a fait encore un bol d'air par rapport à tout ce qui s'est passé entre, je vous rappelle, les punaises de lit, le Covid, que la Annecy, et aussi là on avait parlé de l'album de Kendrick Lamar aussi qui m'avait pas mal parlé. Ouais, je suis rentré, j'étais vraiment tout
frais. Et pendant ces vacances en Espagne, on a sorti nous notre album avec notre groupe Yaoi, donc Live You Resort. C'est un album, ça avait un petit bout de temps qu'on bossait dessus. Le fait de l'avoir sorti, c'était vraiment cool, surtout que je suis vraiment content de ce que nous on a fait. Il y a vraiment un glow-up par rapport à nos anciennes productions, nos anciens travaux. Et si vous avez jamais écouté, je vous invite à aller écouter. J'ai pas tant fait la promo sur YouTube de ça parce que je me dis bon, ça a pas vraiment de rapport, mais je trouve que il y a beaucoup d'esthétique sonore, autre chose qui en fait s'inspire de ce que moi j'écoute tous les jours et de finalement de ce dont je parle des fois dans des vidéos ou ce que vous allez même entendre en fond dans certaines vidéos. Et ouais, et Lake View Resort pour moi c'est peut-être un projet, j'étais content de le sortir parce que voilà, c'est un projet entre potes qui a porté ses fruits, qui nous a demandé beaucoup de temps, qui une fois sorti, moi m'a dit ok voilà, ça y est c'est fait, sachant que c'est un album qui répond à l'album qu'on a sorti juste avant, qui était Chambre 209. Le fait d'avoir fait ce délire de diptyque et d'être allé jusqu'au bout, je me suis dit bon voilà, ça y est, j'ai accordé mon temps à la musique, je peux enfin me remettre sur les vidéos, et c'est pour ça que j'en parle. Pour moi le mois de septembre il a été vraiment catégorique par rapport à ça. Alors bien que le mois de septembre aussi, il y a eu la sortie de Splatoon 3 qui était pour moi un super jeu et j'ai pas beaucoup avancé dessus, j'ai pas beaucoup joué, mais j'étais super content d'y jouer parce que voilà, retrouver Nintendo, qui pareil, c'est le même effet que chez Pixar, c'est le même effet que chez beaucoup de trucs, quand on donne la main à des jeunes du studio et qu'ils ont le droit de faire des nouvelles choses, de prendre des risques, ça se sent et c'est vraiment bien. Et aujourd'hui Splatoon 3, je suis désolé de le dire, mais c'est un des meilleurs jeux de la Switch. Et oui ok, il y a des jeux comme Breath of the Wild, ils sont très très bien parce que justement ils vont prendre des risques, ils vont arrêter de rester dans leur registre classique, mais pour moi Splatoon 3, mais à des années-lumière, c'est 10 fois mieux qu'un Mario Odyssey pour moi, parce que c'est peut-être pas comparable en termes de jeu, et encore, en vrai, non, il y a de la plateforme en fait, donc finalement, c'est un shooter et un jeu de plateforme, Splatoon 3, mais en termes de DA, de recherche, ça pique au cartoon, ça pique au streetwear, ça pique à la culture pop, et pour moi, c'est réellement un jeu auquel il faut jouer, et qu'il faut pas juste voir ça comme un jeu multi Nintendo qui va faire son shooter à la Call of Duty ou quoi. Non, il y a vraiment une esthétique, ce jeu a une réelle âme et je trouve vraiment ça excellent. Mais du coup, oui, le mois de septembre pour moi il a été très important parce que du coup j'ai fait cette fameuse vidéo sur ma chaîne perso où je parlais de avant ma chambre et j'ai repris Tounesque. Et j'ai repris Tounesque parce que la bande-annonce que je vous ai balancée, une occasion pour moi de me dire ok, ça y est maintenant, t'as les armes, t'as les outils, t'as le knowledge, t'as le savoir, t'as la confiance en toi. Je dirais ouais, je peux dire ça. Il y a une période où j'étais pas vraiment très confiant sur ce que je faisais. Mais vu que Tounesque justement, il y a un peu ce côté de devoir relever le défi de attirer l'œil sur de l'animation, donc un médium qui est souvent pas vu comme autant décliné que d'autres et qui va être souvent vu comme une sorte de contenu un peu garderie, c'est-à-dire contenu pour enfants quoi, et c'est tout. Et quand on n'a pas assez de confiance en soi, on a un peu du mal à se dire je dois convaincre les gens de dire que ça c'est bien, et même de la culture en général, parler de la culture du cartoon. Et là, le fait de débarquer avec vraiment cette confiance, etc., d'avoir voyagé un peu, ça m'a remis la patate et je suis vraiment content. Donc franchement, avoir repris Tounesque, c'était vraiment... Bon, que j'oublie pas quand même, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont passés en septembre. Et enfin vu ce chef-d'œuvre en termes de contenu shitpost même, j'ai enfin vu Megamind, qui est un film pour moi qui a quand même un peu vieilli en termes de 3D. Pourtant c'est DreamWorks à l'époque ils étaient pas autant chauds que Pixar en termes de moteur, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui Megamind sortirait aujourd'hui avec les moteurs d'aujourd'hui, avec un style graphique légèrement différent et un peu plus à jour, ce serait un carton. Imaginons Megamind sortirait avec les mêmes moyens techniques que Lightyear, donc là le film Buzz, là le biopic, je suis persuadé que justement il aurait fait de l'ombre à Buzz l'éclair en fait, parce que le film est juste débile mais hilarant en fait, il y a un cast de ouf quoi. Et le film c'est vraiment c'est des bons gags quoi, même les gags de Prout, tout ça, on n'est pas au niveau des mignons quoi, c'est pas un mauvais film. Puis après c'est DreamWorks, ils ont fait Shrek, donc Shrek c'est beaucoup plus lourd dans le fond, mais vu que Shrek c'est un peu plus vieux, on a un peu plus de tolérance, et en même temps on se dit ouais la nostalgie tout ça. Megamind il y en a un peu moins de caca, de pipi, de Prout, mais voilà, je pense que c'est juste la technique qui est un peu à la ramasse par rapport à d'autres films qui sont sortis au même moment, qui font un peu tâche, mais le film est bon, et non franchement, si un jour ils faisaient une suite à Megamind ou une sorte de série animée en 3D ou quoi que ce soit, ça me dérangerait pas, ça me choquerait pas. Après, est-ce qu'ils pourraient ramener le cast ? Ça m'étonnerait. Oui, la Warner aussi, ils ont carrément aussi voulu faire disparaître Final Space. La série là, un peu futuramesque, avec ce côté un peu très... c'est cet humour très, vous savez, américain, vraiment du sarcasme, mais vraiment, du gros sarcasme quoi. C'est pas le sarcasme Futurama, c'est le sarcasme un peu passif-agressif, qui peut être des fois lourdingue. Moi j'avais regardé un peu, j'avais bien aimé. Là où la Warner carrément avait voulu faire disparaître la série, mais dans le sens, comme si elle n'avait jamais existé. C'est-à-dire vraiment faire disparaître la licence, pour que...
par exemple, tous les DVD ou les Blu-ray qui étaient mis en vente ne soient plus mis en vente. Qu'il y ait des retours en fait, que la série elle ne disparaisse pas que du streaming, mais vraiment de partout, que même elle disparaisse en fait un peu de l'esprit de tout le monde, un peu comme le film Jean-Philippe Smet avec Johnny Hallyday qui du jour au lendemain disparaît. C'est un peu la même chose en fait. Et là Warner ils ont voulu faire ça, et ça forcément ça a pas plu au showrunner. Du coup tout le monde s'est mis à acheter rapidement les Blu-ray et à mettre ça de côté. Ça revient sur le point que je disais c'est important d'archiver. Et après à côté, alors c'est marrant, hein, Warner, non on n'assume pas ça. Par contre Gumball, au fait, on a toujours notre film là qui est en production et maintenant on veut faire une série reboot, du moins qui se passe dans le même univers mais un peu reboot, un peu à part, donc c'est pas vraiment lié. Ah là faut arrêter l'hypocrisie quoi, faut 2 secondes quoi. Et donc voilà, donc les séries qui marchent très bien comme Final Space, parce que ça a son audience, et ça n'a pas d'intérêt de continuer d'exister. Par contre faire un reboot encore d'un truc bien aimé. Voilà, la Warner, bref, je vais arrêter parce qu'on a l'impression que je suis un gros haineux. Dans les bonnes choses aussi qui sont sorties, il y a eu sur Netflix 2 trucs. Il y a eu l'adaptation en japanime du jeu Cyberpunk, fait par Trigger du coup, Studio Trigger, avec donc Cyberpunk Edge Runner, qui a redonné en fait un peu une bonne image, même au jeu Cyberpunk 2077, qui avait beaucoup de soucis à son lancement, qui a eu des galères de bugs, etc. En plus c'est un jeu qui puait le crunch, hein, qui a été fait vraiment à la va-vite, qui est sorti, mais comme ça, hein, ils ont voulu vraiment le sortir, mais au plus vite du plus vite, et l'anime est vraiment sympa. Moi après je suis pas non plus autant fan ou autant en mode mind blown que certaines personnes que j'aurais pu voir sur internet qui auraient dit vraiment c'est le meilleur anime de Trigger, etc. Je dirais pas ça parce que pour le coup il y a certains caractères sympas, mais en fait c'est très inspiré de Cyberpunk, donc dans le fond c'est pas vraiment très original, mais néanmoins je trouvais vraiment la cohésion cool, et ça va un peu sur la lignée de tout ce qui était Arcane qui est sorti donc en fin d'année dernière, qui était pareil, donc voilà, adapté de LoL, et qui vraiment donnait une deuxième dimension, un deuxième essor, un second souffle à League of Legends. Là c'est pareil, du coup Edge Runner donne un second souffle à Cyberpunk, ce qui est pas mauvais parce que le jeu du coup maintenant a été pas mal corrigé, il y a plein de bugs en moins, et même maintenant il y a des patchs où on peut avoir des items qui sont liés à l'anime, qui fait que vraiment l'anime du coup est dans le lore, hein, c'est canon, et en plus de ça, ça donne ce côté, ouais, on prend conscience de ça, et c'est pas des broutilles, mais c'est pas des lol, c'est pas du fake, quoi. C'est pas des lol. Je référence à Joel, là, tranquille. Donc ouais, franchement, moi, Edge Runner, j'ai trouvé ça super intéressant, et je sais plus si c'est l'épisode 6 ou 7, il y a un épisode qui parle vraiment pas de traumatisme, mais qui se focus vraiment sur un personnage. Celui-là, pour le coup, c'était une grosse claque. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça, en fait, hein, dans les triggers ou dans les Gainax, enfin, du moins dans cette team-là, c'est qu'il y a toujours l'épisode 3, 5, 6, 7, celui du PTSD, qui derrière, en fait... donne tout un autre sens à la série, et ça pour le coup c'est important de le relever, et vraiment ça je trouvais ça bien. Et donc deuxième sortie de chez Netflix, Intergalactic, enfin avec l'album en même temps. Intergalactic du coup, alors c'est un peu bizarre parce que quand il a été annoncé, on parlait de séries animées, puis à un moment on a commencé à parler de courts-métrages, puis à un moment ils ont commencé à parler de re-séries animées. Et en fait c'est un long-métrage. Même sur la pochette de la soundtrack, il y a un gros sous-entendu comme quoi c'était normalement une saison, ça devait être une saison 1. Donc c'est bizarre. Est-ce que le film de base ne devait pas être un film, mais devait être en fait un film découpé en 3 actes, et ça devait être donc chaque épisode un acte, ou est-ce qu'à la fin ils se sont dit bon finalement on va en faire un film. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant, il y a beaucoup des gens de la team de Spider-Verse qui ont bossé dessus, donc ça se ressent, ça se voit, mais le film du coup se regarde tranquillement. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, c'est pas le film parfait. Et je trouve que l'exercice il est bien fait. Du coup, Kid Cudi et K.S. Scott jouent assez bien. Que le cast est rigolo. Avoir Tadola Sign, ça fait plaisir. Bon, Timothée Chalumeau, ça fait 15 fois qu'on le voit, ça commence à être un peu relou, mais bon, big up, il joue bien. Enfin voilà, c'est très rigolo. Il y a beaucoup de choses un peu très anecdotiques, très aussi dans le détail, dans la référence, que ça soit par rapport à la carrière de Scott, ou du moins à ses proches, ses amis. Par exemple, il y a beaucoup de références à Virgil Abloh, en hommage, forcément. On passe au mois d'octobre, parce que j'ai rien oublié. Mois d'octobre, ça veut dire aussi c'est la saison où on a l'école des Gobelins qui va commencer à mettre en avant tous les courts-métrages de l'année passée sur leur chaîne YouTube. J'ai pas tout vu. Il y a certains courts-métrages assez intéressants, une DDA atypique. D'ailleurs, les Gobelins, j'en ai pas parlé, mais eux aussi, ils faisaient tout ce qui était les séquences d'intro à Annecy. À Annecy, en fait, à chaque film, chaque jour, une séquence, en fait, liée au pays qui est évoquée par l'édition. Donc là, par exemple, l'année dernière, en 2022, c'était la Suisse. 2019, si je dis pas de bêtises, c'était le Japon. L'année prochaine, là, ça va être le Mexique. Et en fait, ils sont obligés de faire des courts-métrages autour de la culture du pays. Et les Gobelins, voilà, c'est un de leurs exercices qu'ils ont dans l'année, en plus, du coup, de ces courts-métrages dont je parle, qui maintenant ils publient aussi sur leur chaîne YouTube, et qui permet de mettre en avant du coup leur création. Je me rappelle plus
plus de celui qui m'avait vraiment marqué. Il y en avait un en fait qui était très, très particulier. Je vais regarder mon letterbox. Je triche. Ça y est, je triche. Goodbye Jérôme. Comment il s'appelait en français? Au revoir Jérôme, évidemment, que j'ai trouvé vraiment vraiment cool. Au revoir Jérôme, c'était vraiment vraiment très très joli. C'est limite si ça m'a, le personnage principal, il m'a fait beaucoup penser un peu à Philippe Catherine, un peu dans la dégaine, dans le jeu. Alors peut-être que c'était une inspi ou quoi, ou peut-être que carrément ils avaient proposé peut-être à Catherine de jouer. Mais ouais, vraiment une bonne surprise. Et après il y avait d'autres courts-métrages qui m'ont un peu moins marqué, mais bon, en tout cas celui-là il m'a plus marqué que les autres. Il y a eu aussi après le trailer, le tout premier trailer pour le film Mario qui avait été annoncé déjà depuis quelques années, qui est donc fait par Illumination, donc ceux qu'on fait Moi Moche et Méchant et Les Mignons et tout ça, qui a pu un peu briser les craintes qu'on se faisait sur le film, étant donné que quand on adapte une série, un jeu vidéo en film, c'est jamais vraiment positif, ou ça peut être rare, hein. Il y a des cas où des fois il y a eu même des remontadas ou carrément une sorte de rattrapage des dernières minutes qui est extrêmement bien fait, du coup ce qui fait que le film est bien. Je parle par exemple des films Sonic, j'ai vu que le premier, mais j'ai eu beaucoup de bons retours du deuxième, et là j'ai ça assez pas mal. Ils ont réussi à tomber dans le cliché de Mario sans non plus trop jouer du cliché, et les redesigns sont pas non plus trop dégueux, c'est pas uncanny. Bon, je vais redire le terme uncanny, j'aime bien ce terme. Et le seul problème c'est le cast anglais où Chris Pratt en fout pas une quoi. Mais sinon tout le cast anglais est vraiment cool. Mais voilà, tout le monde s'accorde sur internet, même les anglophones, même les germanophones, même les italophones, s'accordent à dire que la VF ça a l'air d'être la meilleure, étant donné que notre Mario français est le meilleur Mario. En tout cas, voilà, moi j'irai le voir en VF. Pour moi Chris Pratt fait vraiment tâche, vraiment... Oui, il en prend pas une quoi, c'est plus le Chris Pratt rigolo qu'on a connu à l'époque de Parks and Rec. Le vent là, faut que j'arrête. Après il y a eu le début de la diffusion de Chainsaw Man, qui vient vient de se terminer la saison 1. J'ai pas lu le manga, c'est un phénomène actuellement, Chainsaw Man, c'est incroyable. C'est très bien animé, c'est bien taffé, c'est une grosse production en termes de Japanimation actuelle. Je pense pas que vous êtes passé à côté, vous avez forcément dû en entendre parler. Il y a des chara-design qui sont iconiques. Bon, moi forcément j'ai un faible pour les mascottes, donc j'adore le petit chien, la Pochita, je trouve très sympa, très mignon. J'aurai peut-être une peluche un jour, on sait pas. Kudos pour le taf sur l'animation et sur l'adaptation. Et moi faut que je lise le manga parce que franchement c'est très c'est un univers qui a beaucoup à offrir. J'aime bien la mise en scène de l'anime. Je pense que je peux accrocher au manga, mais faut juste que je prenne le temps de lire un manga, que ce soit de manière numérique ou avec un bout de papier, un vrai manga. Pour l'instant, j'ai du mal à me mettre dans le fait de lire. Et puis forcément, en octobre, il y a eu toutes les catastrophes qui se sont passées donc chez Cartoon Network, qui vont toujours de pair, hein, avec tout ce qu'on a évoqué juste avant, avec du coup des séries qui se font d'un coup se dire finalement il y aura la moitié de la saison qui sera produite, le reste vous vous démerdez, vous faites rien. Il y a beaucoup de gens qui se font virer, qui apprennent ça le vendredi soir, juste avant le week-end. Lundi pas besoin de revenir, vous êtes virés. Ça c'est quelque chose. J'enchaîne, mais bon, je vais pas me répéter. The Hard House saison 3, ça commence. Épisode du coup bien spécial, parce qu'au lieu d'avoir un épisode de 20 minutes, on a un épisode de 1 heure et quelques, je trouve le format beaucoup mieux. Et en fait, ça prouve un truc, c'est que je pense que la série d'animation pourrait bientôt passer à du format de 1 heure. Et j'ai trouvé en fait le début de saison 3 beaucoup mieux que peut-être 70% des épisodes que j'ai vus de la série, parce que vraiment là en termes de mise en scène, d'enjeu, de saut dans le temps, d'ellipse, bonne utilisation, au moins là l'essentiel est raconté et vraiment cool. Dommage que du coup ça soit dans le cadre du coup pour avoir une saison 3 vraiment très réduite, très raccourcie, parce que pareil, herbe coupée sous le pied. Je dirais pas non en fait à des séries plus dans cette narration là qui irait plus dans ce sens là. Bon après j'ai sorti mon tout neuf sur Class of 3000. C'était pour moi l'occasion de aussi me remettre sur un projet qui attendait depuis la fin du Covid, du moins la fin du premier confinement, parce que en fait la vidéo elle avait tourné en juin 2020 et donc du coup ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas remis les mains dessus, mais je me disais fuck it comme ils le disent outre-Atlantique, il faut le faire, il fallait le faire et il fallait mettre la main dessus, il fallait y aller et je l'ai fait. Je suis content, je suis vraiment fier de moi là-dessus, je l'ai fait. Une vidéo quand même qui m'a aussi fait acheter la version studio de DaVinci Resolve, qui pour moi peut-être est le meilleur investissement en termes de software que j'ai fait depuis belle lurette quoi, je pense, parce que là je me suis dit c'est peut-être 300 € à investir et il fallait marquer le coup, et en fait ça m'a permis de faire ma vidéo. Quand on achète la version studio de DaVinci Resolve, quand on est sur PC, on peut enfin utiliser sa carte graphique pour faire les rendus vidéo, ce qui fait que les rendus sont plus courts. Donc pareil aussi quand on travaille et que la vidéo, le preview se fait, c'est la carte graphique qui travaille, ce qui fait que c'est pas le processeur qui prend en charge. C'est pour ça que du coup je peux me faire des chefs-d'œuvre tels que la vidéo sur Android 3000, ou bien
l'épisode d'après, mais on va y venir. J'ai fini Kingdom Hearts 2. J'avais commencé l'année en commençant Kingdom Hearts 2, je l'avais mis un peu en pause et puis je l'ai fini. Et j'ai après enchaîné du coup en commençant Birth by Sleep. C'est incroyable Kingdom Hearts en fait. Je me demande vraiment si ma vie n'aurait pas été différente si j'aurais pas joué à Kingdom Hearts tout petit en fait. Je me demande pourquoi j'ai jamais eu l'occasion, ou je sais pas, je dirais pas la perche tendue, mais comme si, imaginons, il y aurait eu peut-être une probabilité qu'un jour, en allant au micro-ménage, je tombe sur ce jeu, je fasse pourquoi il y a Dingo et Donald sur la pochette et pourquoi surtout il y a Mickey en capuche. Je pense que j'aurais pas eu la même vie. C'est bizarre. Content quand même de le découvrir. Mieux vaut tard que jamais. Et après, pour terminer le mois d'octobre, on a eu du coup When Done Wild, du coup j'avais parlé, qui est pour moi un très bon film. Je vais trouver le nom du réal. When Done Wild, qui est donc réalisé par Henry Selick. Putain, je l'avais, Henry Selick. Et donc coécrit avec Jordan Peele. Petite anecdote aussi, cette année, j'ai enfin vu Get Out. J'ai pas encore vu Nope, mais j'ai enfin vu Get Out de Peele. Rien à voir avec l'animation, mais excellent film. Mais ouais, When Done Wild de Selick, avec du coup l'écriture de Peele, la coécriture. C'est cool. Henry Selick, quand il bosse pas avec Burton, il fait plus de trucs, il met plus en avant beaucoup de choses. Là, pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Disney, vous savez, avec Strange World, le fait que voilà, il y a de l'inclusivité, tout ça, et c'est un peu pour vendre des trucs. Bah là, When Done Wild, en fait, c'était pas quelque chose qui était mis en avant dans les bandes annonces ou quoi. C'est quelque chose qui est juste utilisé à bon escient dans l'écriture, sans pour autant en faire des caisses, quoi. Et non, j'ai passé un bon moment, et moi, le premier n'étant pas vraiment fan de ce que fait Tim Burton, en fait, j'ai commencé à comprendre que peut-être qu'un jour, il faudrait quand même que je m'intéresse un peu à ce qu'a fait Henry Selick. Et donc, creuser un peu plus sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que tout à l'heure j'en ai parlé, mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, si je connais l'histoire et que je connais un peu tout ça, c'est grâce à Kingdom Hearts justement. Voilà, donc si jamais le côté un peu gothique, tout ça, c'est pas ma came non plus. Et le côté gros ego, Tim Burton, ça me parle pas non plus. Mais je serais bien chaud un jour de regarder ce film, sachant que maintenant j'ai vu When Done Wild, qui est vraiment très sympa, je recommande. Il y a eu après, donc mois de novembre, là j'ai 4 items à dire. Il y a eu le court-métrage prologue de Sonic Frontiers, qui est encore réalisé par Tyson Hayes. Tyson Hesse, qui est en fait connu beaucoup dans le fandom Sonic, parce qu'en fait lui il bosse sur Sonic depuis très longtemps, de manière officielle ou non. C'est à lui qu'on doit justement le redesign de Sonic pour les films Sonic avec Jim Carrey là. C'est à lui qu'on doit du coup les courts-métrages qui avaient été faits pour Sonic Mania. C'est à lui qu'on doit aussi pas mal de comics qui utilisent justement le style un peu plus à l'ancienne Sonic. Il y avait cette période entre le Sonic de la Mega Drive et le Sonic de la Dreamcast, avec par exemple l'OVA Sonic. J'ai oublié le terme de ce Sonic là, de cette période là, mais ce Sonic là il a un terme bien particulier. Il s'inspire beaucoup de ce Sonic là pour son Sonic à lui, qu'il fait vivre du coup dans ces courts métrages là. Et là il a fait un court métrage, un prologue pour Sonic Frontiers, donc autour de Knuckles, qui du coup est évoqué dans le jeu Sonic Frontiers, la divergence, très joli. Et vraiment je me demande pourquoi aujourd'hui il n'y a toujours pas eu de saga, on va dire de série Sonic 2D à nouveau. Alors il y a bien eu Sonic Prime là qui est sorti sur Netflix récemment en 3D, mais pourquoi il n'y a pas un Sonic avec cette même narration-là, en fait, cette narration sans dialogue, vraiment. C'est plus, comme à la Looney Tunes un peu, mais sans pour autant aller dans le cliché du gag un peu débilos. Et surtout, en se basant vraiment sur les racines de Sonic, sans aller trop loin dans les nouvelles licences ou dans les nouveaux personnages. Restreindre ça à vraiment, les personnages qu'on connaît que... depuis la Mega Drive et encore, je dirais la Saturn. Donc vraiment très sympa. Il y a eu du coup Tuca et Bertie qui s'est fait pour la terminer chez Adult Swim. Donc Tuca et Bertie qui déjà avait été sauvé par Adult Swim de chez Netflix, puisque Tuca et Bertie n'avait pas vraiment rencontré son succès, il n'y a eu qu'une seule saison. Et Adult Swim en a produit 2 ou 3 supplémentaires. Et là du coup 3ème saison terminée. Comme quoi 3 saisons souvent c'est vraiment le minimum maintenant pour faire une série quoi. Et franchement c'est un peu dommage. Moi j'avoue j'avais pas non plus trop accroché à la première saison, mais je pense aussi c'est parce que j'avais regardé peut-être ça à un moment où j'étais pas non plus très captivé, et que aussi je m'attendais peut-être trop à un truc avec une narration vraiment prenante comme dans BoJack Horseman, vu que Lisa Anna Walt, qui est du coup la showrunneuse de Tuca and Bertie, et aussi du coup
celle qui était responsable du coup de la direction artistique sur BoJack Horseman. Forcément, c'est comme si on comparait les Simpsons et Futurama. Et franchement, je regrette un peu de ne pas avoir plus penché mon œil là-dessus, mais j'hésiterai pas à le faire. Enfin, si j'arrive à trouver évidemment les épisodes de manière légale, mais je crois que je vais devoir passer par Molotov parce que Adult Swim en France le diffuse, c'est cool, uniquement sur Molotov, donc c'est un peu galère. J'ai fini du coup Kingdom Hearts, mais Birth by Sleep, donc le jeu qui est sorti entre le 2 et le 3. J'ai aussi du coup fini le prologue. Pareil, incroyable. Et puis voilà, il y avait le monde de Lilo et Stitch, donc voilà, la boucle est bouclée. Il y a eu le deuxième trailer de Mario qui est sorti, qui pour moi a un peu plus affirmé le fait que vraiment le film peut être vraiment vraiment cool, mais qui a encore plus affirmé le fait que Chris Pratt n'en a rien à branler du fait qu'il joue Mario, qui a encore plus affirmé qu'il faut aller le voir en VF. Donc voilà, je ne comprends pas Illumination, franchement je ne comprends pas. Je sais que le Star Talent c'est la base maintenant pour faire vendre un film, mais là c'est chaud quand même. Chris Pratt c'est vraiment chaud. Et puis du coup on arrive à décembre, vu que c'est les fêtes de fin d'année, ça s'est un peu calmé. J'en ai profité pour rattraper certains films. J'ai vu un des derniers films 2D de Disney, Winnie l'ourson, celui qui est sorti en 2011, qui est très 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 mignon et qui, je trouve, manie à merveille l'animation traditionnelle, les codes du coup de Winnie l'ourson, sans pour autant trop faire vieux, et utilise vraiment même des blagues un peu plus récentes. Alors je dis pas non plus en mode ah là là il va faire des blagues genre il va faire le floss ou quoi comme dans le film Sonic quoi. Non, on est sur un film qui est assez touchant et qui est pas non plus trop ça se regarde. En plus il dure une petite heure 10 et non franchement assez surpris. De ce que j'avais compris, c'est pas un film non plus qui avait beaucoup marché. Après forcément quand on se dit ouais on aller en salle pour aller regarder un film de 1h10 c'est qu'on paye le même prix pour le billet que pour aller voir un film de 2h, certains ils vont se dire ouais non c'est pas rentable. Il y a eu le Chapeauté 2 qui est sorti qui fait aussi pareil dans la lignée de tous les films s'inspirent de Spider-Verse. Moi je l'ai pas vu donc faut que j'aille le voir, mais apparemment c'est très sympa. Encore une fois DreamWorks est en train de se rattraper et en train de se mettre à la page. C'est bizarre de se dire qu'aujourd'hui DreamWorks et Sony sont en avance par rapport à Pixar. C'est vraiment bizarre. Je me demande vraiment, mais ouais, c'est étrange, c'est vraiment étrange. J'ai vu aussi le Pinocchio de Del Toro, du coup, dont on avait parlé pendant la séance Netflix, donc je l'ai vu donc le soir de Noël. Impressionnant, vraiment impressionnant. Le stop motion. J'ai lu là tout à l'heure une critique sur internet qui résumait bien un peu l'idée il a été très malin en fait d'utiliser du stop motion parce qu'il sait que son histoire du coup elle va mieux vieillir que d'autres films en fait d'animation 3D qui au bout de 5 ans vieillissent déjà. Là c'est vraiment du vrai stop motion, c'est un film qui est très poignant et puis ça se regarde facilement. C'est peut-être pas un truc non plus qu'il faut regarder avec des enfants parce que ça parle quand même de fascisme. Ça se passe en Italie, donc c'est pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si c'est avant, pendant ou c'est pas après forcément, mais je sais pas si c'est juste avant ou pendant. Mais c'est une version un peu plus sombre du Pinocchio sans pour autant être dans le sombre en mode animation pour adultes, on va faire des blagues un peu osées et on va montrer des choses horribles. Non, c'est très touchant, ça met le doigt sur les bonnes choses et c'est pas un film avec une happy ending, c'est pas le Pinocchio de Disney quoi. Et je parle bien en animation parce que je sais qu'aussi Disney en parallèle a sorti aussi son Pinocchio cette année en live action fait par Zemeckis qui apparemment est explosé, mais je ne vais pas le regarder. J'ai du respect pour Zemeckis, je vais pas aller plus loin. Big up à Zemeckis, mais j'ai pas envie de voir un film tordu, parce que là actuellement apparemment Disney en termes de live action c'est nawak. Juste avant en plus le soir de Noël, moi j'en ai profité aussi pour re-regarder le film des Super Nana, parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter en DVD, et du coup le voir avec sa VF, c'est un charme. Hein. Et ce film a vraiment pas vieilli, et c'est triste parce que du coup de se dire que c'est le seul film qui a existé, qui est sorti en salle, qui est un film Cartoon Network, mais vraiment Cartoon Network Studio, le seul film qui est sorti en salle, et qui après n'a pas eu plus de succès. Ouais, le film est vraiment bien, en plus ça explique les origines en fait des héroïnes et du pareil de Mojo Jojo. La VF a pas trop mal vieilli, peut-être qu'il y a je dirais 5 ou 10 secondes dans le film où il y a un accent un peu raciste qui était peut-être pas nécessaire, mais bon, c'était une autre époque aussi, on était en 2002. C'est un super film, il y a des jolis plans, du coup, toujours le duo McCracken-Tartakovsky qui gère de ouf, donc McCracken à la réal, Tartakovsky qui fait du coup tout ce qui est direction de l'animation, donc les plans, etc. C'est bien filmé, c'est bien raconté, la VF, l'adaptation elle est géniale, c'est un très bon film, et puis en plus ça fait la connexion avec Gorillaz, parce que c'est le film du coup qui officialise que
Les Super Nanas se passent dans le même univers que Gorillaz, si vous ne le saviez pas. Maintenant vous le savez. Voilà pourquoi aussi il y a le méchant Ace qui avait rejoint Gorillaz pour The Now Now, si je dis pas de bêtises. Et non, vraiment, vraiment cool. Vraiment, encore un film iconique. Et pour terminer l'année, du coup, bah on arrive là maintenant à là. Nous sommes le 29 décembre. Il y a 3 jours, j'ai sorti ma vidéo sur Parappa, une vidéo qui vous a vraiment plu. Là, pendant le tournage de la vidéo, ça fait 2-3 heures que je suis dessus. Entre les pauses, etc. J'arrête pas de regarder les stats. Ça monte, ça monte. La vidéo marche mieux que la vidéo sur Android 3000 en 3 jours. C'est-à-dire que sur 3 jours, j'ai rattrapé le nombre de vues et de likes que la vidéo sur Android 3000 en 2 mois. C'est un truc de ouf. Franchement, merci beaucoup. En fait, j'ai pas envie de dire plus. J'ai pas envie d'en faire des caisses. J'ai pas envie de dire ça me donne envie de faire plus. Parce qu'en fait, quand je dis à chaque fois, bah, je l'ai même dit des fois où j'étais en mode déjà un peu saucé. Mais là, je suis vraiment tellement saucé que j'ai pas envie de le dire. Pour moi, c'est incroyable. Voilà, je viens de tourner 2 heures de contenu. Je vais devoir dérocher ça. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout la vidéo. J'essaierai de faire une version un peu plus raccourcie si j'en ai la force, j'en trouve le moyen. L'idée n'est pas non plus de me retarder sur mes prochaines vidéos, mes vrais formats. C'était surtout pour vous faire un débrief un peu de l'année 2022, débrief récap. On peut dire que c'est un débrief aussi finalement cette vidéo. C'était important d'en parler, c'était important d'évoquer tout ça. J'espère pouvoir préparer du lourd aussi par rapport à Annecy, parce que cette année je trouve que les stories c'était cool, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire plus. J'aimerais bien aussi pouvoir faire ça avec une petite équipe. Donc là-dessus, n'hésitez pas aussi, si vous voulez participer à l'aventure, de me contacter via les réseaux sociaux ou via le mail que j'ai mis de manière subliminale dans ma dernière vidéo, si vous voulez participer à l'aventure. Alors pour l'instant, je ne peux pas proposer de rémunération ou quoi, mais si à l'avenir, vraiment, j'arrive à transformer Toonesk en tant que vraiment un média, ça sera avec très très grand plaisir, et je vais faire en sorte que ça soit le cas d'ailleurs. De toute façon, aujourd'hui, c'est une passion qui est revenue. C'est vraiment quelque chose que j'avais perdu quand je m'étais vraiment rattaché à la musique. C'est vraiment, j'avais perdu espoir en la vidéo. Là, refaire des vidéos, de parler de tout ça, ça me fait vraiment du bien, et c'est c'est une vraie passion, et ça me fait plaisir, quoi. Et j'ai hâte de vous raconter des belles histoires, de vous présenter des choses que j'aime, présenter des choses aussi peut-être un peu méconnues, faire des connexions avec des choses que forcément on se fait pas à l'idée, mais ouais. Et la vidéo là sur Parappa a encore prouvé le point, donc pour moi voilà, j'ai pas envie de m'arrêter là, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour avoir écouté, merci beaucoup pour avoir pris le temps, et en vous souhaitant du coup une très bonne année 2023. À très vite, prenez soin de vous, faites attention à vous, buvez de l'eau, c'est très important. Moi je vais le faire sans faire tomber ma tablette. Puis après, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, vous abonnez, vous mettez la cloche ou pas. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, s'ils existent encore. Je sais pas si Twitter existera encore, je pense que oui quand même, mais bon, c'est un peu compliqué. Suivez-moi quand même sur Instagram, 20 centimes et Toonesk. Et pareil pour Twitter, donc 20 centimes et Toonesk. Et puis on se retrouve très très vite pour des choses un peu plus concises et travailler dans le sens, c'est plus propre, quoi. C'est pas quelqu'un qui parle pendant 1h30, quoi. Voilà, gros bisous à vous. Ciao.